Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Manuel Bedouet. Est-ce qu'on dit Bedouet ou Bédouet ? On dit Bédouet. On dit Bédouet. Ou Bedouet, enfin, tu peux dire comme tu veux en fait. Mais toi, tu dis comment ? Moi, je prononce rarement mon propre nom de si, je dis Bédouet, t'as raison. Tu dis Bédouet ? Ouais. D'accord, très bien. Et nous sommes avec Manuel Bedouet pour tester Summer Camp avec plein de monde. On a plein de petits scouts, plein de petits enfants qui vont... Alors, nous avons Maxime. Nous avons Dorian. Dorian, ça va ? Ouais. Bon, Dorian, tu pourrais pas te présenter un petit peu pour les auditeurs de la cellule qui ne te connaissent pas encore ? Alors moi, anciennement, je faisais des vidéos sur le jeu vidéo et là, je viens jouer à un jeu de rôle. Ouais. Tu sais combien de temps dure la partie ? 1h30. J'ai un peu des troubles d'attention, mais ça va aller. Je vais avoir des trucs pour m'occuper les doigts et ça va le faire. Très bien. Oui, je suis là pour ça. Nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche ? Ouais, ça va la pêche. Et est-ce qu'on dit pas aussi Manuel Barbu ? Manuel Barbu. Oui, parce que Manuel se fait pousser la barbe là. Il essaye de concurrencer Je me fais chier avec ça depuis hier soir et je m'étais promis c'est de faire une bientôt petite blague. l'hiver. Est-ce qu'on Il peut va dire faire froid. Je me Et protège. pourtant, c'est Summer Camp. Hein. Je tiens à préciser que moi aussi, ça fait assez longtemps que je fais pousser ma barbe. Ah oui, assez longtemps. Et oui. elle est comme ça ? Ouais, je suis un berbe de naissance. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut dire Manuel Bédouin ? Nous sommes également avec Camille. Camille, ça va la pêche ? Bonjour. Illustratrice du jeu qu'on va tester. Nous sommes avec Morgane. Morgane, ça va la pêche ? Oui, ça va. Bonjour à tous. Oh là là, elle a pris une voix genre salut, ça va. Donc, beaucoup de, suis beaucoup trop de, petits, bonasse, de petits enfants qui vont être... Et alors, je t'ai fait l'honneur, Manuel, de te faire un vrai feu. C'est-à-dire qu'on va vraiment être au coin du feu C'est pour ce parfait. Summer Camp. C'est parfait. T'es dans les conditions idéales. On va être assis autour de gros fauteuils au coin du feu. Sortez les chamallows. Rappelle-moi, Manuel, le propos de ce jeu, le but du jeu. Qu'est-ce qu'on fait dans Summer Camp ? Qu'est-ce qu'on joue ? Dans Summer Camp, on joue des enfants qui appartiennent à une organisation qui s'appelle le Corps des Explorateurs. Ces enfants-là, ils ont entre 8 et 10 ans. Ils sont ce qu'on appelle des louveteaux ou des jeannettes, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore pleinement des explorateurs, ils sont encore en train d'apprendre. D'accord. Et l'apprentissage se fait en deux temps. Un premier temps qu'on ne joue pas, où à l'année, ils vont faire des activités, le mercredi, le week-end, pour apprendre plein de trucs. Et puis surtout, une grande tradition du Corps des Explorateurs, c'est que l'été, on fait des grandes expéditions estivales, le plus souvent dans la forêt. Où là, on va se faire plein d'activités dans la forêt pour essayer de gagner des badges, parce qu'en gagnant plein de badges d'explorateurs, on peut devenir un vrai explorateur. Ah, c'est un peu comme dans là-haut, quoi, le petit garçon. Ah qui veut bah, faire il y a des... oui, il Est-ce y a qu'on peut quelques vraiment références. avoir des badges dans le jeu ? Ce serait trop bien. Alors, écoute, j'ai quelques planches, mais par contre, je les ai pas encore. J'ai acheté une machine à badges, mais je suis pas encore passé à la fabrication. Tu Mais fais pas un Kickstarter viendra. avec un palier et tout Écoute, non, a priori, j'ai pas prévu de faire de full lancement pour ce jeu. J'aime bien dire full lancement. Comme Ouais, quoi, on faut peut faire lancer. du matériel sans faire un full lancement. Quoi. Exactement. Mais en l'occurrence, ce sera pour que les gens se les fabriquent eux-mêmes s'ils ont envie. Ils auront les éléments pour. Mais en tout cas, voilà, on joue des louveteaux et des jeannettes qui essayent de gagner des badges en espérant en avoir suffisamment pour devenir un vrai explorateur. Et donc, dans la forêt, on vit plein d'aventures. Et puis, le soir, on se retrouve au coin du feu et on se raconte des histoires qui font peur. Ah, et alors c'est ça qu'on joue. On joue les enfants qui se rassemblent au coin du feu et qui racontent des histoires qui font peur. Ou alors on joue aussi l'exploration de la forêt et compagnie. Les deux, mon capitaine. Ah, d'accord, ok. Comment ça se joue ? Il y a un meneur de jeu Alors, il y a un chef de camp, oui. un chef de camp. Qui est meneur de jeu, alors le meneur en fait a un personnage qui reste au camp, donc le chef de camp, qui accompagne les joueurs, qui les récompense, qui distribue les badges quand les enfants ont rempli des objectifs pédagogiques pour mériter d'avoir gagné le badge. Donc les badges font partie du système de jeu. Ah, complètement, ouais, d'organisation. complètement. D'accord. Et puis lui reste au camp la journée, et les enfants, eux, dans la journée, sur le temps des activités, vont explorer la forêt en fait. Voilà, il y a D'accord. plusieurs temps. Parce que les enfants ont besoin de structure. Donc, il y a plusieurs temps dans la journée qui Maxime, correspondent arrête à de des, titiller ton micro, tu à fais des bruits, des phases de jeu. Et les deux phases de jeu structurantes, c'est les activités qui D'accord. sont du jeu de rôle plutôt traditionnel et l'heure des histoires où il y a un louveteau qui raconte une histoire qui fait peur aux autres louveteaux. D'accord, ok. De quoi Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Je me demandais si le fantôme à la quéquette tordue, ça compte comme histoire qui fait peur. Donc on a invité Dorian parce que il a de la culture. C'est ça. C'était vraiment le cri. Surtout dans les histoires qui font peur. Hein. Il a Voilà. un badge pour ça. hein. Et il y a plein de choses bizarres dans cette forêt.
D'accord. Et donc toi aussi, en tant que meneur, chef de camp, tu vas prendre le soin de décrire aussi ces petites choses bizarres, j'imagine. Un petit peu. Exactement, dans les activités, en fait, moi je suis le meneur, donc je vous raconte ce que vous découvrez dans la Voilà. forêt. Un monsieur avec un costume d'ours. Et le soir, c'est les louveteaux qui ont la main pour raconter les histoires qui font peur, mais il y a des petites correspondances entre ce qu'on trouve dans les histoires et ce qu'on trouve dans la forêt. D'accord. C'est un jeu qui est pensé pour combien de personnes ? Alors, c'est un jeu qui est pensé pour, je dirais, 4 à 8 joueurs plus le meneur. Moi, je suis à l'aise pour 4 ou 6. Ça marche bien avec des louveteaux en binôme, donc c'est bien d'avoir un nombre de louveteaux pairs. D'accord. Voilà, donc on est sur un format assez classique. D'accord, très bien. Bon, bah voilà, je pense déjà... Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Tout le monde sait en fait de quoi qu'il s'agit presque, j'ai l'impression. Hein. Se faire peur au coin du feu. Ouais, il y a quoi qui est prévu pour les questions de maturité? Parce qu'on en parlait en rigolant avant, mais mine de rien, pour l'intimité des personnages, est-ce que c'est le genre de choses que tu veux explorer ou est-ce qu'on s'en fiche ou est-ce que le but, ça reste de s'amuser et de récolter des badges uniquement? Alors, le but d'abord et avant tout, c'est de s'amuser avec les copains en profitant que les parents sont pas là et que c'est les vacances et qu'on est dans un environnement où il y a plein de choses à explorer. Il y a 2-3 petits éléments mécaniques ponctuels pour jouer le fait que effectivement les enfants s'approchent tranquillement de l'adolescence et qu'il peut se passer des choses, mais on n'est pas dans un jeu qui travaille sur l'intériorité. D'accord. Et pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est la table qui définit du coup le contrat social ou est-ce que le jeu il en définit un à l'avance? Il définit des choses. Il définit les choses importantes pour les louveteaux. Alors, il y a deux ensembles de choses importantes. La première, ce sont les valeurs du corps des explorateurs. Il y a 5 grandes valeurs structurantes. D'accord. Courage, écologie, esprit de découverte, respect et tolérance. Répète-les. Courage. Écologie, esprit de découverte, respect et tolérance. Et puis, Comment je pourrais aider Manuel à se dépêtrer de son manuel justement, mais que je ne le fais pas et je le regarde galérer juste. Oui, t'es un... Ouais, je vois ça. Merci pour ton aide, Dorian. Hein. Et puis, il y a 4 éléments importants qui sont les motivations des louveteaux, les choses qu'ils gardent en tête. En l'occurrence, il y a le fait que la forêt, c'est un endroit plein d'opportunités où il y a plein de choses à explorer, que la forêt, c'est un endroit dangereux, que les 2 choses importantes pendant le temps de l'expédition pour les louveteaux, c'est d'être avec les copains. Et en gros, l'idée que mes copains sont importants pour moi, et que appartenir au corps des explorateurs, c'est important pour moi. Ouais. Donc, les valeurs du corps des explorateurs, elles sont structurantes dans la psyché des personnages. Voilà, donc on n'est pas là pour jouer un jeu footiste, pour jouer à... Ouais, c'est un peu de l'anti-jeu de faire celui qui boude dans son coin ou qui critique tout le temps. Il y a l'idée de... moi, je le rapproche beaucoup des Goonies, qui a été une influence pour la structuration. Le cœur des joueurs, c'est une bande. Je sais pas une team de PJ, mais c'est une bande de gamins. D'accord, ouais. Donc là, c'est aussi ce qui va faire l'esprit de corps, le groupe, quoi. C'est ça. C'est un peu ce qui soude le groupe, c'est cette volonté de récupérer les badges. Et est-ce que tu as mis en place des petites choses dans ton jeu pour éviter de surjouer des stéréotypes d'enfants? Ou alors est-ce que c'est le but? Parce que des fois, les gens, quand ils jouent les enfants, ils prennent une petite voix et puis ils font un peu de la merde. Du coup, est-ce que c'est prévu dans le jeu ou est-ce qu'on doit jouer des enfants ou un peu comme à la Harry Potter où on joue à des enfants qui peuvent être en interaction avec des adultes? C'est assumé qu'effectivement on joue des enfants. Après, ça reste un contexte où on joue des explorateurs dans un environnement étrange qui vont essayer de découvrir et de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est pour ça que c'est aussi des personnages qui ont entre 8 et 12 ans. C'est plus des bébés, c'est pas encore des adultes. On est vraiment à cette charnière-là. Ouais, d'accord. J'en ai vu récemment avec Flavie la série Stranger Things. Alors bon, bien sûr, ce sera peut-être moins horrifique que Stranger Things, mais j'imagine que c'est un peu le même esprit, quoi. Il y a des vraies proximités, ouais. Le but, en fait, si on joue des enfants, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est aussi pour se sentir faible face à ce qui peut nous arriver dans la forêt. Complètement, c'est un jeu d'épouvante. C'est un jeu d'aventure, de mystère et d'épouvante. Et dans l'épouvante, pour moi, il y a l'idée que effectivement, il n'y a pas de possibilité d'affrontement direct. La meilleure solution face à quelque chose de terrifiant, c'est de fuir, de se cacher ou d'essayer de trouver un moyen intelligent de faire un plan à plusieurs. C'est ça. Ouais, donc, c'est ça.
Donc, mais en fait, foncer bille en tête, ça marche pas. Pour répondre là vraiment clairement à la question de Flavie, c'est vraiment on joue des enfants comme dans les Goonies, comme dans Stranger Things, comme dans Super 8, c'est-à-dire des enfants qui sont quand même parce que je veux dire des vrais qu'est-ce que tu disais Flavie ? Des enfants qui sont vraiment débrouilles quoi. Ils sont débrouilles, ils sont doués, ils sont malins, c'est pas ils ont des un domaine caricatures d'enfants. d'apprentissage dans lequel ils excellent. C'est pas un jeu parodique, disait Manu. Ouais. Voilà. Bien, merci. On va jouer, hein ? C'est sérieux. On va jouer à se faire peur. Plus de questions, votre honneur. Très bien. À tout de suite. Effectivement, il y a une dynamique intéressante du retour à l'enfance. Serge. Oui, retour à l'enfance. Alors, je suis très satisfait. C'est comme un retour dans le pays biblique de l'enfance qui nous ramène à des illusions perdues, qui m'ont fait ressentir des choses profondes et qui... Serge. Cet âge présexuel qu'on a tous oublié, qui... Fin de la partie de Summer Camp, donc. Merci Dorian pour tous ces commentaires. Très intéressant. Bien sûr que ça enregistrait. Mais oui, mais le principe, c'est que je te dis rien, je te laisse dire de la merde et puis moi je diffuse. Hein. Alors, fin de la partie de Summer Camp. Est-ce que, déjà, première question que j'aime bien poser comme ça d'entrée de jeu. Alors, on a perdu Morgane. Hein. Vous étonnez pas si vous n'entendez pas. Elle est vivante. Elle est vivante, mais couchée. Manuel, est-ce que ce que tu as vécu là, aujourd'hui, avec nous, ça ressemblait aux parties de Summer Camp, peut-être que tu les as jouées habituellement ? Complètement. C'était standard. Oui. Ouais. Ok, très bien. Ça nous permet comme ça d'avoir une idée de est-ce que c'était typique ou pas. Parce que souvent on dit oui, un one shot, c'est pas représentatif du jeu et compagnie. Bon là, voilà. Tu attestes que c'était bien. J'atteste. Ouais. On peut demander à Camille qui en a déjà joué plusieurs parties dans d'autres circonstances, mais en tout cas moi du côté meneur, chef de camp, oui, j'ai eu le même ressenti. D'accord. Camille, t'as joué combien de fois En même temps, juste je voudrais dire, c'est la remarque du one shot, elle est bonne pour les jeux à campagne, mais là c'est un jeu en format plus court, même si c'est pas forcément ça peut jouer en campagne, mais c'est aussi un jeu à one shot, donc c'est assez logique au final. J'étais curieux quand même de savoir. Camille, donc toi t'as fait plusieurs parties de Summer Camp. Exactement. Ouais. Et donc du coup. Pareil, tu confirmes ce qu'a dit Manu. Ah oui, complètement. J'ai retrouvé exactement le même esprit à chaque fois. On en parlera un peu plus après, mais oui, complètement. Ouais. D'accord, très bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voulez parler des personnages ? Est-ce que vous voulez parler de la fiction ? Est-ce que vous voulez d'abord faire un premier tour de table sur des premiers sentiments comme ça à chaud que vous ressentez au terme de cette partie ? Dorian, tu as l'air d'opiner du chef. Moi, il y a eu premier sentiment à chaud, et c'est un truc que je viens de dire à Manuel pendant qu'on fumait une cigarette. Il y a eu un truc, c'est que le fait que ce soit sur un temps quand même relativement court, 1h30 pour une période d'activité, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt plaisant. Ouais. Et surtout, ce dont on aurait pu avoir peur et qui en fait je trouve bien géré dans le jeu, c'est le fait d'avoir des groupes séparés sur un temps court. Ouais. En fait, ça marche bien dans Summer Camp. On a été régulièrement séparés dans le groupe. Et ça s'est quand même super bien passé, ça a été très fluide. Et en fait, la fluidité de jeu là, m'a vraiment plu dans... Ouais, là où dans d'autres jeux, le fait de séparer le groupe, ça peut, on a la sensation que ça peut perdre du temps. En fait, dans la plupart des autres jeux de rôle, moi, ça fait longtemps que j'avais pas fait de jeu de rôle, même si la dernière fois que j'étais passé, ici... Tu joues de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de moments où tu joues pas, où t'es pas pris dans la fiction, et où, grosso modo, tu t'emmerdes. Et là, on est sur un cycle de temps très court qui fait que ça n'arrive pas. Mais est-ce que tu as joué à beaucoup de jeux de rôle dits modernes ? Non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu décris là, moi, c'est ce que je ressentais dans les vieux jeux des années 80, 90, 2000. Là, il y a quand même quelques révolutions qui ont eu lieu et Manu en est parfaitement conscient. Hein. C'est pas pour rien qu'il anime un podcast qui s'appelle Ludologie avec son pote Adrien et sa pote Célène. C'est qu'en fait, il y a même un quatrième. Et Fanny, ouais, voilà, c'est ça. Il paraît que vous étiez 4 maintenant. Et donc, voilà, c'est parce que justement, il est bien conscient qu'il y a des choses qui se sont passées. Et ça, tout ce que tu dis là, c'est des choses qu'on retrouve maintenant. Et le jeu, en fait, va nous orienter à faire, à produire de la couleur et produire de l'action. On verra. Maxime, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, j'avais une première remarque. Et si tu me dis que ça, Manuel, que ça ressemble à toutes les parties, pourquoi tu le présentes comme un jeu horrifique ? Parce que j'ai pas ressenti la moindre peur à aucun moment, quoi. Non. J'ai pas dit que c'était un jeu horrifique, j'ai dit que c'était un jeu d'épouvante.
Et comme Romaric l'a cité, pour moi, c'est un jeu où on s'amuse à se faire peur. Ouais, exactement. Ouais, je sais pas, dans s'amuser à se faire peur, moi j'ai dans l'idée que le joueur doit ressentir un peu de peur à un moment. Pour moi, c'est de la peur infantile dont on parle là. C'est la peur des enfants. La peur, c'est pas la peur telle qu'on la voit dans les films interdits aux moins de 18. C'est la peur qu'on ressent dans les Goonies quand on voit le bateau qui passe, le bateau Pyrrhide. Comment s'appelle-t-il ce personnage là qui a une tête de ouf Sinoc, voilà, c'est ça, tu vois, c'est cette peur-là, c'est de la peur infantile. D'accord, mais du coup, voilà, s'il y en a d'autres qui n'avaient pas compris comme moi, voilà, on ne vous aurait pas peur en jouant à Summer Camp. Je suis d'accord que c'est une confirmation à faire. Voilà. En plus, moi je trouve qu'il y a une dimension plus que horrifique, il y a une dimension fantastique dans Summer Camp. J'ai donné à plusieurs reprises, d'ailleurs, Flavie aussi, a donné des interprétations, on va dire physicalistes ou matérialistes, des événements en apparence magiques que l'on vivait. Bon, alors l'ours qui parle, c'est compliqué de justifier le fait... Un très bon costume. Voilà, un très bon costume. Ou alors, le chef de camp, il était très poilu. Ou alors, ça pourrait être quelqu'un, tu vois, ça pourrait être une personne qui nous a guidés à travers la forêt et qu'on a pris un peu pour un ours et qu'on a imaginé un peu comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir dans Summer Camp, c'est que les personnages ont des noms animaux. Ça, c'est un détail très important du jeu. Des totems. Ce sont des totems, voilà, c'est ça. Donc, on peut peut-être comme ça faire un petit tour de table des personnages. Maxime, tu étais... L'outre sympa. L'outre sympa. Alors, l'outre, pourquoi ? En fait, parce que... Alors, oui, ce qu'il faut dire, c'est que le totem te donne une qualité et un défaut. L'outre, ça va avec réconfortante et blagueuse, mais au mauvais moment. Ça, c'est son défaut. Ouais. Et donc, le deuxième adjectif, lui, te donne tes stats. D'accord. Donc, tu as 8 talents et du coup, tu peux pas les répartir tes points comme tu en as envie. C'est en fonction de l'adjectif que je choisis, mais du coup en fonction du style de jeu que tu vas adopter, que tu as envie d'adopter, tu vas choisir l'adjectif. Par contre, le totem, c'est vraiment au feeling, en fonction de ce que tu as envie de jouer en termes de roleplay. Tu as vraiment d'un côté, je pense, le totem qui va indiquer ton roleplay et la qualité qui va indiquer tes capacités de jeu. Donc tu as les deux plaisirs que tu as envie de choisir. Alors attention, roleplay, entendons-le par qui va orienter tes choix de jeu au cours de la partie. Parce que... C'est vrai que ça va aussi avec les choix de jeu. Voilà, c'est ça. Donc c'est cohérent les deux ensemble. Oui, et du coup... je sais pas. Les choix de proposition. Disons que moi, quand j'ai choisi l'outre et que j'ai entendu ce que faisait sympa, je me suis dit ça va ensemble, quoi. Du coup, c'était plus simple. Tu peux choisir des trucs qui sont décorrélés, ce qui peut faire des trucs sympas. Un peu contradictoire, un peu casser des archétypes. Voilà. Le petit gros qui finalement va se retrouver hyper agile, super fort et super courageux. Mais voilà, j'ai choisi ça parce qu'avant la partie, j'arrivais pas à m'empêcher de faire une blague toutes les 5 secondes. Du coup, forcément, j'ai pris la loutre. Alors qu'en fait, pendant la partie, j'étais plutôt sage de ce côté-là. Ouais. Donc. C'était même plutôt lèche-cul. Ouais, carrément. Reste sur le côté. Vraiment carrément. Dès que tu me mets dans un contexte scolaire, de réussite, je suis un gros lèche-cul. C'est vrai en plus. Dans Harry Potter, tu joues à la lèche-cul comme ça aussi ? J'ai essayé de jouer un palèche-cul qui l'est devenu malgré tout, j'arrive pas à faire autrement. Et voilà, donc avec des badges de couturier, randonneur, zoologie, et j'ai gagné les badges de chef d'équipe et de pionnier, et l'étoile de la découverte. Flavie, ton nom, Je suis chouette curieuse. Chouette curieuse. Alors chouette parce qu'elle est intrépide et étrange et que ça me paraissait assez... Alors intrépide parce que c'est ce que je suis et que dans les jeux de rôle je fonce et que du coup c'est pas la peine que je prenne des persos calmes qui vont faire réfléchissons parce que de toute façon j'en suis pas capable en jeu de rôle. Et étrange parce que ça me permettait d'avoir un truc assez obscur pour me donner beaucoup de largesse. Voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait pratique à jouer comme ça. C'est un personnage qui symbolise généralement le savoir, la sagesse. La chouette, c'est un totem qui symbolise des connaissances et compagnie. Et à titre personnel, moi, ça m'arrive d'appeler Flavie Hermione Grunge, en référence au personnage d'Hermione Granger, tellement elle sort sa science tout le temps, en fait. Donc, elle est très maîtresse. Ce serait pas mon métier ? Bah ouais, c'est ça. C'est dingue. Donc du coup, c'était un totem qui t'allait assez bien. Et d'ailleurs, on a tous un peu choisi nos totems comme ça. Dorian, t'avais choisi quoi, toi ? Écureuil stylé. Écureuil stylé, ça te va tellement bien. Éloquent. Éloquent. Ouais, oui. En fait, au début, j'avais pris écureuil aussi parce que c'était amical et étourdi, et je me suis dit ouais, comme ça, si je suis pas tout, c'est pas grave. En fait, au moment où on a dit amical et étourdi, je crois que c'est Flavie qui s'est levé. Mais putain, c'est Dorian. C'est lui. Voilà. Donc du coup, donc et on a tous un peu fait comme ça. Moi, j'étais blaireau gourmand. Bah oui, évidemment, le blaireau. Rappelle-moi les qualités du blaireau. Je me souviens plus. Ah oui, c'était. T'étais courageux et râleur. Râleur. C'était surtout pour le râleur, je crois. Qui est le truc que t'as le moins joué au final.
Oui, qui était très. Ouais. Moi, j'ai joué vraiment sur le style, l'esthétique en fait du personnage. Vous savez, dans les Goonies, dans c'était Super 8. C'était pas si courageux que ça, et qu'au final, quand on a entendu râleur, si, courageux, après, si. Ah non, tu faut pas dire. Ah non, courageux, j'ai été vraiment courageux. Non, là, je vous ai. Mais ce que j'ai repéré dans nos façons de jouer, c'est qu'en fait, je sais pas si c'est habituel, ça c'est peut-être Manuel qui pourra dire, qu'on a eu tendance à accentuer soit la qualité, soit le défaut de notre personnage, et se concentrer sur une des parties. Moi, j'ai beaucoup joué étourdi, t'as beaucoup joué blagueur, Maxime, t'as beaucoup joué gourmand, Romaric, t'as beaucoup joué étrange. Flavie. N'oublie pas qu'on est à la radio, les gens ne te voient Flavie, pas. Tu sais, le youtubeur là, tu vas parler maintenant. Je montre les gens du doigt, vous avez qu'à imaginer que je monte du doigt les gens. Super. Mais moi, je trouve que les qualités et les défauts sont construits un peu antinomiquement. Donc c'est difficile de jouer les deux en même temps. Moi, par exemple, faire réconfortante et blagueuse au mauvais moment, c'est pas possible de faire les deux en même temps. Ouais, je veux dire, dès que je faisais blagueuse au mauvais moment, les gens ils me regardaient genre, mais t'es trop con de faire ça maintenant. Bah oui, et du coup, je peux pas être réconfortant en même temps. Du coup, de toute façon, même dans la vraie vie, vous connaissez des gens qui arrivent à avoir deux attitudes en même temps? Différentes, tu veux dire? Ouais, je peux être blagueur et chiant en même temps. Ouais, Maxime, il je arrive dis très pour bien. ce début d'après-midi, oui, mais enfin, je connais personne qui arrive à être réconfortant et râleur en même temps, par exemple. Si réconfortant, agressif, ça se fait en vrai. Ouais, mais quand même, tu pourrais faire un effort. Allez, d'accord, une dépression, mais si tu sors de ton lit, on sait pas quoi. Mais en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, tu joues pas les deux strictement en même temps. Et puis, je crois que tu as naturellement effectivement tendance à accentuer la qualité ou le défaut, ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Mais au cours des journées d'activité, ça offre une palette de roleplay en fonction du moment et de tes idées. Oui. Donc, ils sont un petit peu antinomiques. J'essaie d'avoir des choses qui sont pas structurellement inconciliables. Mais en même temps, on peut avoir un peu les deux, quoi. Voilà, c'est matriciel. Alors ça, c'est un truc qu'il faut dire avant de passer la parole à Camille pour qu'elle nous présente son personnage. C'est que, en fait, ces personnages sont déjà hauts en couleur. C'est-à-dire, on n'a pas de nom propre. On ne va pas s'appeler par machin, truc, enfin prénom et nom. On va s'appeler par des noms de totems. Et ça, déjà, c'est exactement. On retrouve une mécanique qui est exactement celle de Prosopopée, où chacun a un nom qui est celui qui pleure des larmes de sang, celui qui sait parler aux plantes et compagnie. C'est-à-dire que les noms eux-mêmes sont évocateurs et créent déjà en fait du jeu et de la couleur pour jouer. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Donc Camille, ton personnage? J'avais Pivert débrouillarde. Ma qualité était chamarrée et mon défaut était bruyante. Chamarrée, on a eu du mal à le comprendre, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, chamarrée? Alors, chamarée, de ce que j'ai compris... Hein, haut en couleur. C'est haut en couleur. C'est un chat qui rigole. Ouais. Dorian est en grande forme. Péter les oreilles, mon pote. Donc, alors, Pivert chamarré ne cache pas son caractère exubérant. Ouais, d'accord. Voilà, ce qui lui vaut le respect de la forêt, apparemment. Donc, ça allait assez bien avec bruyante, ce qui fait que j'ai pas eu l'impression d'avoir à changer beaucoup, sauf dans les cas où j'aurais pas dû être bruyante pour que ça soit vraiment un défaut. Voilà. Alors, ouais. Ça, c'est un truc moi que j'ai trouvé, c'est que c'est... Alors, à partir du moment où on a terminé la première partie, on s'est rendu compte que c'était très important, enfin, que ça allait nous permettre de décocher en fait une blessure, de jouer nos personnages. Et du coup, j'ai peur que ça nous ait rendu finalement un peu plus caricatural, qu'on ait un peu moins bien joué dans la seconde partie que dans la première. Par contre, on a créé plus de situations problématiques et plus de jeux. Flavie, alors moi, c'est à double j'aimerais tranchant. Faire une grosse remarque, un gros truc sur globalement le fait qu'il y ait deux parties. Comme ça, on a joué deux parties, deux journées, et j'ai vu une très grosse différence entre la journée 1 et la journée 2. Ouais, mais sur plein de points en fait. Celui-là, parce qu'on a en fait, je pense que la journée 1, elle permet d'accéder au rythme et d'accéder au système de jeu. Ce qui fait que dans la journée 1, on comprend en fait finalement à quoi servent les choses. Et au niveau du rythme, j'avais une frustration dans la journée 1 parce que j'avais l'impression que tu nous laissais pas jouer en fait. Qu'au final, on se retrouvait bloqué à pas pouvoir faire de jeu entre joueurs. Ouais. Du coup, pour nous pousser à aller de plus en plus vite pour tenir le temps. Sauf que du coup, le fait d'avoir joué ça, la journée 2,
comme on jouait juste après, là par contre t'as pas eu besoin de le faire. Tu nous as laissé faire plus de roleplay entre nous et du coup j'ai beaucoup plus apprécié la journée 2. Et comme du coup on avait acquis le système de jeu et qu'on comprenait du coup qu'on allait, qu'il y avait des récompenses si on jouait nos personnages, là on tombait, on arrivait aussi à le faire. Alors là où du coup la journée 1 m'a beaucoup frustrée, la journée 2 c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. Par contre je pense qu'il y a vraiment une question de rythme et que du coup si on veut jouer plusieurs journées d'affilée entre guillemets, je pense il faudrait presque que le maître de jeu lors de la première journée où on rejoue, qui serait une journée 3 ou une journée 4, soit obligé si c'est le jour d'après de reprendre en fait ce moment un peu saccadé pour redonner le rythme, parce que c'est le rythme qui fait tout en fait dans ce jeu, mais j'y reviendrai après. D'accord, très bien. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, hein, sur les séquençages, la façon dont les scènes sont amenées et tout. En fait, je m'aperçois qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'on peut parler quand même du personnage de Morgane ? Il y a un truc qui m'a intéressé dans le personnage de Morgane. C'est qu'elle a choisi elle-même son totem. Exactement. C'est-à-dire qu'elle a vu que les totems qui étaient là ne correspondaient pas à son totem. En fait, c'est surtout qu'elle avait écrit loup avant même qu'on parle de quoi que ce soit, parce qu'en ce moment, elle triple là-dessus. Voilà, d'accord. Et donc, j'ai bien senti ça comme ça. Et donc, du coup, elle a choisi loup comme totem. Et elle a proposé immédiatement à Manu. Elle lui a proposé immédiatement des qualités associées et des défauts associés. Manu a validé immédiatement également, c'est-à-dire que ça semblait lui poser aucun problème. Donc ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est un premier point. Justement, on vient de faire le tour des persos. La création de perso, j'ai trouvé ça hyper fun. Moi, c'est une des créations de perso où je me suis le moins fait chier depuis très longtemps. Dans un jeu de rôle classique, en général, la création de personnage, c'est beaucoup les gens qui regardent leur nombril et qui s'occupent de leur personnage dans leur coin. Là, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une dynamique de groupe, même à chaque personnage créé. C'est-à-dire qu'on créait le personnage de Dorian, tout le monde était là, mais oui, bien sûr, écureuil machin, mais oui, mais... Et puis on parlait des gens à qui on était en train de faire le perso. En fait, chacun d'entre nous a fait son perso presque collectivement. Mine de rien, directement, ça crée la team en fait. Exactement. C'est-à-dire que l'équipe est créée en même temps que la création de personnages. Dorian, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, parce que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est là, tu parles de la création de perso et je vais peut-être un peu vite et j'anticipe peut-être sur ce que tu avais prévu de dire après. Mais tu t'en fous, il n'y a pas de point. Ouais, on crée pas que les persos en fait, vu que on crée le camp que j'ai trouvé un peu anecdotique, la création de camp, mais c'est pas très grave. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à derrière, on va peupler la forêt en fait. Ouais. Du coup, la forêt dans laquelle on va explorer et faire nos activités. Donc, c'est ça, hein. On choisit. Là, je pense que c'est parce que ça tombait bien. Il y avait 6 joueurs, 6 éléments à choisir à chaque fois, ou peut-être que ça tombe chaque fois, même en fonction du nombre de joueurs. Mais du coup, on avait chacun un lieu, un personnage, un objet à mettre dans la forêt, qui allait sortir après dans les propositions narratives. Exactement. C'est vrai que en plus, tu as une liste dans laquelle tu choisis, et c'est vrai que du coup, tu repères aussi un peu même des sensibilités de joueurs qui se mélangent dans les propositions qui sont faites dès ce moment-là. C'est vrai qu'on a vu, je suis tout de suite parti vers l'homme dans les reflets, parce que c'était un truc qui me parlait, etc. Alors que par ailleurs, on avait d'autres choses, on avait la femme renard, le moulin à eau. Donc rapidement expliquer ce que vient de... Juste rappeler mécaniquement ce que vient d'expliquer Dorian. C'est première étape, création de personnage. Deuxième étape, création du clan. Troisième étape, création de l'environnement. Qu'est-ce qu'on va rencontrer dans la forêt, hein. Donc je rappelle, c'est 3 étapes de création en fait globale, avant partie, si j'ose dire, avant que l'exploration elle-même ne commence. Flavie, tu voulais dire quelque chose ? Alors dans la partie, en effet, le camp paraît anecdotique. Par contre, le camp, à mon avis, il a un vrai intérêt à être créé à cet endroit-là. C'est-à-dire que de la même façon que l'équipe commence à être soudée au moment de la création de personnages, puisqu'on interagit les uns avec les autres, en fait, la création du camp est en fait un moment pour souder l'équipe. On doit choisir le symbole, on doit choisir la couleur qui représente différentes capacités ou volontés du groupe. On doit choisir des valeurs, on doit choisir un signe particulier, on doit choisir pas mal de choses. Comme moment, hein. Et du coup, c'est un moment où l'équipe est obligée d'être soudée et de se faire un consensus. De se mettre d'accord. Sur ce qui va être joué par la suite. Du coup, c'est anecdotique. Ça paraît anecdotique en fait sur ce qu'on joue plus tard, mais en fait, c'est ce qui permet de jouer ensemble, la création du camp. Tout à fait. Dorian, tu veux Après, là, en fait, je vois aussi ce qui fait que moi, ça a pu me sembler anecdotique, c'est que les choix qu'on a fait collectivement étaient assez largement là poussés par des mécaniques ludiques. On a choisi les couleurs pour les bonus que ça nous donnait, plus que pour les valeurs que ça portait. Brun, jaune, aucune idée de à quoi c'est lié en termes de... Jaune, je me souviens du bonus mécanique. On pouvait changer des jets de dés, on pouvait rejeter un jet de dés, mais pour aller dans ton sens, les valeurs avec... Pour aller complètement dans le sens de Dorian, en fait, c'est que comme on connaissait pas encore le système de jeu, on savait pas encore
quels étaient les choix optimisés, pertinents et compagnie. C'est ça peut-être qui pour toi a rendu le truc. Ouais. Moi, là où c'est l'inverse total, c'est-à-dire que j'en avais rien à faire des bonus de jeu. Moi, je voulais déjà, quand il a dit on choisit les couleurs, j'ai dit jaune-vert parce que c'est des couleurs que j'aime bien. Et après, tu as juste raconté le jaune, il se rapporte au respect, le brun à la découverte, le rouge au courage, le vert à l'écologie et la tolérance, c'est le badge bleu. Ouais. J'ai inversé respect et tolérance. Mais tout de suite, moi je me suis dit, jaune c'est trop cool, c'est la tolérance, ça fait un truc camarade. Le vert, l'écologie c'est cool, sinon le brun, la découverte. Et j'avoue que les bonus de jeu derrière, mais j'en avais strictement rien à faire. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui, pour un joueur comme Dorian, qui est très optimisateur et compagnie, a fait que. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Mais je vois aussi la remarque de Dorian, tu vois. Mais le chef de camp, ça m'a bien fait marrer. Parce qu'on Alors, a le choisi chef de camp. Barbu. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ça. Parlons du chef de Je crois camp. que j'ai noté la liste. Non, mais non, de toute façon, c'est à lui de la lire, qu'il nous lise, qu'il assume ses conneries. Alors, vas-y, ouvre ton PDF, là, Manu. Donc, alors, vas-y. Alors là, parce qu'on doit choisir un signe grand particulier moment du chef de camp. C'est le chef de camp, je me suis tombée, c'est le chef de camp qui choisit, enfin le Oui. meneur de jeu qui choisit sa caractéristique. voilà. Donc, Et le comme meneur on de avait jeu. beaucoup fait chier Manu sur sa barbe, Donc, à rappeler que le meneur de jeu est dans les scènes en dehors de l'exploration de la forêt et en fait l'animateur de la partie, en ceci qu'il dit il demande à un louveteau de raconter une histoire ou alors qu'il dit là vous devez vous faire à manger pour restaurer etc. Et en même temps quand il n'est plus là, c'est-à-dire que lorsque les louveteaux partent dans la forêt explorer seuls et lui son personnage reste au camp, mais là il prend alors le rôle de meneur de jeu, il va décrire les décors de la forêt, décrire les antagonismes et compagnie. On y reviendra. Manu, quelles sont les propriétés possibles pour le chef de camp que tu proposes à tes joueurs? Alors, le chef de camp a toujours un signe particulier. C'est le meneur qui le choisit. Oui. Et suivant les options qu'ont choisi les joueurs à la création du camp, ils peuvent lui choisir, eux, un deuxième signe particulier, sachant que chaque signe apporte un petit avantage dans une circonstance ou une autre. Et chaque signe particulier se rapporte à une spécificité de caractère du chef de camp. Et là, on a beaucoup ri. Chers auditeurs, écoutez ça. Donc, on a dans l'ordre, il a des lunettes. Ça veut dire que la science le passionne. Oui. Et je ne donnerai pas pour tous, mais là, pour donner un exemple de ce que ça peut être, en l'occurrence, pour celui-ci, une fois par jour, un louveteau qui propose une explication scientifique surprenante et amusante réussit automatiquement le test qu'il tente. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, quand il a l'arrêt sur le côté, ça veut dire que pour lui, il est important de respecter le règlement. Quand il a une boucle d'oreille, ça veut dire qu'il aime la musique. Bien sûr. Quand il lui manque une phalange, ça veut dire qu'il est bricoleur. Quand il a de la barbe ou quand elle a du poil aux pattes, parce que les filles ont quand même moins de barbe, la nature, ça veut dire que la nature sauvage n'a pas de secret pour lui. Et en J'imagine le l'occurrence, grume c'est ce qu'on en a chef de choisi. camp. Il a de l'embonpoint, ça veut dire qu'il est généreux. S'il a des porte-bonheur, ça veut dire qu'il est superstitieux. Et enfin, s'il a des tatouages, ça veut dire qu'il est féru d'histoire, surtout celles qui font peur. Je les donne au masculin, mais bien évidemment, le chef peut être une cheftaine et les louveteaux peuvent être des Jeannettes. Il n'y a pas de. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même sur le sujet. La caricature que ça amène. Tu vois, les lunettes, le scientifique et compagnie. On se resitue vraiment dans les années Spielberg où les personnages en fait sont présentés parce que c'est des enfants qui les voient. Façon caricaturale. Ça nous a fait beaucoup rire, quoi. L'arrêt sur le côté qui veut dire l'ordre et la discipline. Ça, je sais pas où tu as été chercher ça. L'ordre et la discipline. On en reparlera. Est-ce qu'il y a une thématique qui est revenue dans cette partie? C'est-à-dire qu'on a atteint des points Godwin. Une thématique avec des bras levés. Oui, tout à fait. C'était du grand n'importe quoi. Donc, on choisit un ensemble comme ça de petits détails sur le clan, sur le camp. Qui vont en fait avoir des avantages. Et notre camp était jaune au devant, marron derrière. Tout à fait. Qui vont en fait influencer les mécaniques par la suite de résolution du jeu. Mais ça en fait, et c'est là que je rejoins Dorian, en tant que joueur, comme on n'a pas encore expérimenté le système, les termes que tu nous énonces à ce moment-là n'ont proprement aucun sens. La signification, c'est l'usage. Moi, je suis Wittgensteinien jusqu'au bout des ongles. Si tu me dis pas comment me servir des outils, tu peux me donner leur nom, je sais pas. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on choisit des choses sans vraiment savoir quels vont être les impacts. Donc, on en est réduit à faire des choix sur des couleurs esthétiques, des symbolismes, tu vois, de valeur. Parce que c'est quand tu parles... Le scientifique, ah bah oui,
Ça veut dire qu'on va s'orienter vers des épreuves où il va y avoir des tests de sciences. La couleur vert, tu disais, c'était quoi le vert et le jaune? Écologie, et le jaune, c'est la tolérance. Mais nous, on a Voilà. choisi au final le jaune et le brun pour la découverte et la tolérance. Ma proposition, moi, si j'étais meneur de jeu de Summer Camp, je ne donnerais pas les avantages techniques. Je n'en parlerai pas à ce moment-là. Je ne parlerai uniquement que des couleurs et des valeurs. Parce que tu dis les joueurs Dorian. comme Dorian, mais j'ai un souvenir très précis de toi qui te rue sur le jaune, parce que ça permet de relancer un dé, et qui dit l'astrolabe, qui faisait très plaisir à Maxime. Tu dis l'astrolabe, non, parce que le bonus il est nul. Oui, Je confirme, hein, ouais, tu dis. Tout à fait. Non, je dis des joueurs comme Dorian, je m'inclus. Je suis un joueur comme Dorian, moi aussi parfois. Les ludistes. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on va tendance à essayer de chercher à optimiser le système. Mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte en partie que l'optimisation du système ne servait strictement à rien. Il y avait notamment des jets par exemple, si on prend des personnages, donc le fait de choisir des totems va nous donner des bonus dans des talents. Non, c'est surtout l'adjectif qui te Voilà, permet le de choisir style. les bonus. L'adjectif. Alors rappelle-moi l'adjectif. Bah, toi, c'est... t'étais gourmand, c'est ça qui a fait Voilà. que t'avais plus de en cuisine. Ce qu'on appelle le style. Ah d'accord, ok. Je croyais que le totem jouait un rôle aussi. Alors, dans le la totem À est ne composé. pas enfin, le- confondre avec le style dans le jeu de rôle Anima. Anima. Nous Ouais. sommes bien Rien à d'accord. Ça, Rien à voir, je connais pas. En l'occurrence, oui, Ouais, t'as bien raison. le surnom du louveteau est composé du totem, donc qui donne la qualité et le défaut, Ouais. et du style qui donne les talents. D'accord, ok. Donc la qualité et défaut, c'est encore une fois ce qu'on doit jouer pendant l'exploration, au cours de la partie, pour obtenir des récupérations, c'est-à-dire pour récupérer, se soigner mentalement, physiquement et compagnie, alors que le style, c'est ce qui va nous donner nos caractéristiques. Donc il y a des talents, hein, il y a bricolage, cuisine, entraide, histoire, nature, observation, science et sport. Et là, immédiatement, les réflexions fusent pendant la partie. Tout le monde dit, mais attends, si je veux faire... Alors, je ne sais plus quels exemples vous aviez cités, mais assez rapidement, Manu, tu t'es retrouvé à nous dire, mais en fait, elles se chevauchent les unes les autres. Oui, parce que Oh, oui. parce que on peut utiliser nature ou cuisine pour certains éléments, parce qu'effectivement Flavie a posé la question de la pratique artistique. Et d'ailleurs, j'ai poussé pendant le scénar. Ouais. J'avoue, j'ai voulu tester. Gratteur. J'ai voulu utiliser, parce que j'avais pas mal de trucs comme ça, Ouais. en essayant de faire un peu de rhétorique pour utiliser certaines choses, pour en faire d'autres, vu que j'avais pas toujours tout au bon endroit. Hein. Si, je peux utiliser science pour faire ça. Puis avec Manu, il faisait, bon, tu l'as bien vendu, allez, je te l'accorde pour faire un jeu de nature. Et inversement, parfois, il disait, non, Ouais. là, tu me l'as tu me le vendu. vends, moi. Ouais, moi j'assume complètement cette approche de gestion de partie là, du fait qu'il y a une part de négociation et une part de porosité entre les différents talents, et que c'est pas strict et qu'un talent peut servir à plusieurs choses, ou qu'une même action peut être résolue par plusieurs talents. Et effectivement, ça dépend comment on présente les choses, comment on les aborde. Complètement. Alors là, effectivement, tu as noté, Manu, que pendant le scénar, j'ai pris soin de noter à chaque fois quel jet tu nous demandais, de façon à voir s'il n'y avait pas des talents qui étaient pétés, c'est-à-dire qu'on utilisait tout le temps. Et j'en ai noté 2, que vous avez, j'imagine, vous aussi, autour de cette table notée. Observation. Et l'autre Non, Il y a entraide. entraide. Entraide, forcément. Elle est forcément pétée. Parce que dans la mesure où tu peux l'utiliser à chaque jet de dés, où elle vient en complément de chaque jet de dés, tu t'es naturellement amené, tout le monde est toujours amené à faire des jets d'entraide. Donc ça veut dire que ce jeu n'est pas un jeu d'optimisateur. On s'en fout, en fait. C'est pas... tu voulais ajouter Après, quelque en chose, plus, il y a un truc qui, moi, après, que c'est pas si c'est un truc que tu es censé prendre en compte en tant que joueur, mais ça, c'est un peu les dynamiques ludistes aussi. J'ai repéré que le meneur de jeu prenait des notes sur sa feuille dès qu'il y avait entraide. Du coup, derrière, dès que je pouvais, ouais, j'entraide, ouais. Alors ça c'est très simple, c'est parce que pour te filer les badges, il avait une liste de trucs que tu devais faire. Et parmi ces trucs-là, il fallait aider quelqu'un. Donc Ouais, au je moins m'en suis- une fois par jour, il fallait entraider quelqu'un pour je être m'en sûr d'avoir suis ton douté, badge. hein, c'est pour ça que j'ai fait, ouais, j'entraide. Alors, Mais- si je peux préciser, aider quelqu'un, ça veut pas nécessairement dire faire un test d'entraide pour aider Non. un autre louveteau. Hein. Ouais. Mais Non, ça, puisque mais à un disons moment que c'est donné, sûr. t'as considéré que le fait que je faisais la cuisine pour tout le monde, c'était bon, j'avais Complètement. entraidé les autres. J'avais, Complètement. aidé les autres. Et sur entraide, alors pour moi, c'est un talent qui n'existe pas dans la plupart des jeux. C'est pas une compétence habituellement dans les jeux, me semble-t-il. Et pour moi, c'est important. Entraide fonctionne quand même, et si on le demande beaucoup, c'est pas forcément pour réussir une action. En fait, les tests d'entraide, ils servent à aider les autres, quelle que soit l'action qu'ils mènent, et c'est pas pour réussir soi-même, mais c'est pour aider les autres à réussir, sachant que ça ne peut que apporter des bonus, et que ce qui compte pour
pour cocher la case si jamais on a aidé quelqu'un. Ce qui compte, c'est pas d'avoir réussi à aider, c'est d'avoir essayé. La solidarité, la bienveillance des personnages les uns envers les autres, c'est pour moi une donnée complètement structurante de Summer Camp. Et c'est pour ça que c'est un talent important et qui sert souvent. Et c'est vraiment pas innocent. Flavie ? Dans la mesure où on joue, comme dans beaucoup de jeux, une équipe avec des gens très différents, il y a comme dans chaque jeu de rôle la possibilité que ça parte en cacahuète avec des gens qui se gueulent dessus. Sauf que du coup, en ayant cette obligation d'entraide, on a l'obligation de se rappeler, parce que finalement, les cinq valeurs en fait des louveteaux, finalement, c'est le contrat social. Absolument. Courage, écologie, esprit de découverte, respect, tolérance. Complètement. Mais pour qu'une équipe dans un jeu de rôle tienne, le respect entre les joueurs doit être très très grand. Et du coup, avec l'obligation d'entraide, on peut pas se retrouver à faire un croche-patte pour que le mec il soit mangé par le lion des savanes à ta place. On est obligé un C'est petit peu de royal, toujours... mais Guépard royal, c'est pas pas grave. On est toujours obligé du coup de centrer. Ça évite du coup que l'équipe split. Ce qu'on voit beaucoup Évidemment. finalement dans les jeux de rôle où il y a rien qui est là Alors, pour, c'est pas qu'elle- pour solidariser là, elle l'équipe. split l'équipe, mais elle n'entre pas, les deux équipes n'entrent pas en conflit les unes avec les autres. Dorian puis Maxime. Ouais, il est rigolo ton exemple, parce que justement, j'ai un souvenir du personnage de Maxime qui fait un croche-patte au mien alors que je suis poursuivi par un ours. Oui, mais c'est pas dans le but de sauver son personnage au détriment du tien. Voilà, ça c'était important. C'était juste que moi, dans la fiction, je savais pas qu'il y avait un ours qui te poursuivait. Juste, je vous vois courir. On détruit notre parapluie qu'on venait de construire avec bonheur. Et puis, je suis blagueuse au mauvais moment. Du coup, je me dis une petite blague, un petit croche-pied. Mais évidemment, si j'avais su qu'il y avait un ours, je l'aurais pas fait. Mais je voulais rajouter un truc. C'était Maxime. sur. Je sais plus ce que je voulais rajouter. Donc, Camille, vas-y, tu voulais Camille. ajouter quelque On chose est plus dans l'idée d'un jeu coopératif en fait. Même si les joueurs sont séparés sur la partie, donc par binôme ou même autrement en fait, il y a toujours cet esprit de coopération, même à distance quelque part. Maxime Et a puis retrouvé- surtout, en termes de mécanique, on peut tous gagner. Il n'y a pas une personne qui va plus gagner. Le but n'est pas d'être le winner dans la partie. Absolument. On peut tous On gagne obtenir le ensemble. badge à la fin. Bon, il n'y a qu'une personne qui obtiendra l'étoile. Et ça fait plaisir d'obtenir une étoile, mais c'est pas pas indispensable. C'est cool. Bref, on est là vraiment pour gagner ensemble. C'est un peu comme un examen contrairement Voilà. au concours, quoi. Et justement, le fait que l'entraide soit pétée, c'est signifiant. Parce qu'en fait, le jeu est un jeu où des enfants vont Et s'entraider. il faut pas pour oublier un les- dernier truc, c'est que si on a un gamin qui meurt, on est tous traumatisés. Oui, enfin, on arrête tous le jeu, en fait, techniquement. hein. Plus ou moins, ouais. On est tous traumatisés, donc en gros, c'est la merde. Donc, Mais du coup, c'est vrai que ça rend certains De rien. comportements impossibles. Parce que moi, j'étais rentré dans la partie en me disant, s'il y a des étoiles à gagner, j'en veux plus que les autres. D'accord. Et j'ai pas pu. Non. Non, puisqu'en fait, c'est le Camille. reste du groupe qui choisit de t'attribuer une étoile. Ah, mais ça, c'est peut qu'une opération de jamais- séduction. on ne peut jamais s'auto-attribuer le mérite, même s'il y en a qui essayent de tirer un peu plus la couverture à eux. Ouais. Mais à la limite, c'est presque un comportement d'enfant là-dessus. Ça reste quand même le groupe qui décide Oui, puis à la fin. ça crée des belles discussions pour le groupe et au final, ça solidifie le groupe aussi. Donc ça c'est intéressant. Alors exactement, c'est-à-dire alors tout ce que vous avez dit là, moi je le résumerais en disant qu'en fait les talents ce ne sont pas des compétences qui vont permettre de faire réussir ou de faire échouer. En fait, ce sont des couleurs. On en est à nouveau dans la couleur. Et aussi, parce que le fait de mettre sur l'affiche bricolage, cuisine, entraide, histoire, nature, observation, science et sport, et pas gun, enfin tu vois, pistage. ça y ressemble quand même, ça guide quand même clairement, ton roleplay, et deux, ça va clairement déterminer si tu vas réussir ou échouer à certains moments, quoi. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces mots sont là pour orienter tes actions en tant que joueur. Oui, mais ils sont bien Donc, choisis par rapport à la couleur du jeu, Mais on est tout- d'accord. Complètement, c'est ça. C'est-à-dire que ça va orienter tes propositions en tant que joueur, donc on est encore sur de la couleur. C'est-à-dire un élément qui va t'aider à construire, à proposer de la fiction, des éléments fictionnels. Donc là, pour moi, tu vois, la cohérence, c'est-à-dire que le nom, c'est de la couleur, les talents, c'est de la couleur, et alors attendez, les blessures, qu'est-ce que c'est? Alors parlons-en. Donc là, maintenant je suis... Alors Alors, les blessures, avant même ça- les ça- blessures, je voudrais dire un truc parce Vas-y. que du coup, ça a amené à ça. J'aimerais dire que quand on fait un échec, en fait,
les échecs qu'on fait quand on rate son jet ne sont pas là pour vraiment empêcher de continuer l'histoire, mais au contraire pour amener une péripétie qui pourra amener un surplus d'histoire. Et ces péripéties, du coup, sont sous-entendues par les blessures et ce dont on va parler. Ce qui fait que, du coup, Tu vas parler, c'est toi qui vas en parler, j'en ai marre de parler. Allez, c'est toi qui fais. Ce qui fait que quand on réussit, ça fait une nouvelle péripétie, mais quand on rate aussi, ce qui fait que quand on fait un 1, on n'est pas « Oh putain, merde, j'ai fait un 1 ». Putain, si, Dorian, t'es pas d'accord avec ça? Ah si. Un peu quand même. Ah non, enfin, jeu de rôle dans lequel quand t'échoues. C'est parce qu'il joue pas beaucoup au jeu de rôle, il a pas encore l'habitude. Ouais, il a pas encore été martyrisé par les échecs. Je sais pas, moi, après, c'est vrai que je t'ai vu toi aussi, Romaric, avoir des réactions de jeu de rôle classique sur un 1 en disant « Ah voilà, j'ai fait 1, mon personnage il tombe à l'eau, c'est l'échec, c'est quand même. » Oui, mais la solution... Alors justement, pourquoi j'ai eu cette réaction? C'est vachement intéressant que tu dises ça. Parce que je suis habitué justement au jeu de rôle dans lequel quand on échoue, c'est la merde, machin truc. Et au final, quand Manu a narré la scène, je me suis dit, mais c'est génial. Parce que c'est exactement ce que j'avais imaginé. J'avais proposé quoi quand je suis monté sur le radeau? J'avais proposé que comme j'étais gras, le radeau, il commençait à pencher. Et dans le fond, ce qu'a proposé Manu après... c'est la continuité de ça. C'était un petit peu comme un pistolet de Tchekhov que j'avais posé en disant ça. Et au final, quand j'ai échoué, il a réalisé le presque, pas le rêve, mais comment dire, le sous-entendu fictionnel qui était derrière ma proposition au départ. Donc au final, j'ai pas du tout été frustré. Donc même si j'ai eu ce comportement au départ en faisant mon 1, j'étais un peu dégoûté. Quand il a raconté, après j'ai fait, mais putain, en fait, j'ai été con d'être dégoûté. Et maintenant, si je devais rater des trucs, d'ailleurs j'en ai raté après, me semble-t-il, j'ai jamais été dégoûté d'avoir raté. Faut dire aussi que j'ai commencé la partie, pardon Maxime, en faisant que des 6. La première partie, j'ai fait que des 6. Donc du coup, ça m'a surpris de faire un... Moi, ce que j'ai trouvé surtout sympa, c'est que des fois, tu fais des 1 et ce que tu voulais entreprendre n'est pas un échec. Genre là, pour le coup, le MJ, j'ai senti que Manuel était vraiment attentif aux actions qu'on essayait de faire et à quel point ça nous tenait à cœur. Par exemple, nous, je veux dire, on monte sur le radeau, faire un échec, on aurait pu perdre le radeau. Et là, il était attentif au fait que quand même, c'était notre objectif du jour, on s'est bien cassé le cul à le faire, donc il nous a pas fait perdre le radeau. Il nous a juste fait tomber à l'eau et on récupère. Et j'ai remarqué ça à plusieurs moments. Les échecs sur l'action ne mènent pas à un échec total. On y arrive quand même. Juste, on a des péripéties supplémentaires. J'ai rarement vu un truc échouer totalement et bloquer la fiction. Et ça, c'est vraiment cool. En fait, le jeu utilise... Alors, je n'ai pas la version française est un peu moins élégante. C'est une méthode qu'on appelle le tumbling forward, c'est-à-dire que quand on trébuche pas dans la direction qu'on avait prévue, mais on continue à avancer. Et le jeu est vraiment conçu là-dessus. Il y a des méthodologies de réponse et il y a beaucoup chute vers l'avant. C'est ça, ouais, c'est trébucher en avant vraiment. Trébuchage, c'est moche. Et il y a il y a beaucoup d'outils en fait dans le jeu complet pour accompagner le meneur et notamment là-dessus avec des explications vraiment noir sur blanc de qu'est-ce qui se passe si un test échoue. Et ça veut pas dire que l'action échoue, ça veut dire qu'effectivement il se passe soit une péripétie, soit un gain d'état préjudiciable, soit les deux. Et j'ai des listes de péripéties où on fait rentrer un nouveau personnage, où il y a un nouveau problème qui se présente, où les louveteaux sont séparés, où on prend du retard. C'est jamais l'idée, c'est que ce soit jamais bloquant. Et de même que les états, c'était important pour moi que il soit assez coloré. Je pense qu'on va y revenir après, mais qui soit coloré, deux, que ce soit pas des jauges. Donc les états, ce sont les fameuses blessures dont on voulait parler. Voilà, c'est ça. Et c'est pas des jauges. L'idée, alors ça, pour le coup, j'en suis pas du tout l'inventeur parce que c'est issu assez directement de ce qu'on trouve dans. Alors moi, je le connais via les légendes de la garde, mais ça vient originellement de Burning Wheel. À savoir que, et puis ça existe un peu dans d'autres jeux aussi, que les états sont signifiants et ils racontent quelque chose. Ils peuvent se cumuler les uns les autres et ils racontent des choses différentes. Et du coup, je peux attribuer des états. C'est pas t'as perdu X points de vie, c'est parce que tu faisais ça. T'es fâché ou t'es cabossé ou voilà, c'est presque des nouveaux traits qui apparaissent. Exactement, c'est-à-dire que en fait, et qu'est-ce que ça produit les traits? De la couleur. Oui, et puis ça produit de nouvelles façons de jouer aussi, parce que du coup, à certains moments, par exemple, toi, t'as été maudit, Dorian. Ouais. Donc du coup, ça pouvait produire des trucs. Bon, c'était pour le jour 3, mais voilà. Moi, j'ai été affamée, assoiffée, donc j'avais la dalle. Apeurée, fâchée, t'as peur, donc ça oblige les autres à t'entraider. Donc du coup, tu vas quand même y aller, puis tu vas faire preuve de courage, parce que même si t'as peur, tu vas y aller. C'est quand même plutôt chouette, du coup, à jouer. Mais carrément, c'est tellement chouette que Dorian,
On lui a proposé de guérir sa malédiction. Il a dit ah non, je veux rester maudit, moi je veux passer du côté de la renarde, machin truc. Ça me faisait beaucoup penser à Naruto, c'est les blessures laissées par le méchant. Là. Alors cela dit, c'est pas juste de la couleur. Il y a des vraies contraintes mécaniques derrière quand même, qui sont fixes et définies, quoi. Et ça, c'est bien cool, j'ai trouvé. Ouais. Pour parler des blessures, il y a 4 niveaux de blessures. Il y a bénin, sérieux, grave, critique, spécial, et donc 5 parce que je sais pas compter. Et le principe, c'est que quand on soignera les blessures au camp le soir, on commencera par soigner les bénins, puis les sérieux, puis les graves, puis les critiques, puis les spéciales. Et les spéciales, j'imagine qu'on peut pas vraiment les guérir vu que c'est perdu et mort. C'est selon des conditions particulières. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça assez cool pour le coup. Et t'as même envie d'en avoir parce que comme le soir, il faut en soigner. On a 3 moyens d'en soigner. Il y a avoir joué ses qualités, ses défauts, on peut tous en soigner. Il y a une personne qui peut réconforter et une personne qui peut faire la cuisine pour aider. Et ça, c'est plutôt cool. Autrement, on n'a pas vraiment de moyen de se soigner à part rester au camp. Et donc, on a tout intérêt à se mettre en danger pour prendre des blessures. Et ces blessures, par exemple, ça peut être affamé, assoiffé. Donc, et t'as des malus mécaniques à chaque fois. Ça peut être, tu peux pas utiliser tes badges ou tu peux ne pas pouvoir être aidé. T'en as des plus embêtants, genre -1 au test physique ou -1 au test mentaux. T'en as des encore pires, genre si t'es malade, t'as -1 au test, ce que j'ai eu à un moment. Et c'est vraiment, Et ça se cumule. Voilà, et tout ça se cumule. Donc à la fin, quand il pleut, parce qu'on avait dit, tu peux avoir des malus, quand il pleut, qu'il fait noir, que t'es malade, quoi que t'essaies de faire, t'as plus qu'une chance sur 6 d'y arriver. Ça devient vite le dawa, et du coup, tu as besoin de retourner au camp. Et ça, c'est vraiment cool, parce qu'il y a des moments où, comme ça, on sent, on commence à avoir pas mal d'états les uns les autres. On va peut-être rentrer au camp, là, quand même. Et ça structure pas mal les durées de partie. Accessoirement, ça veut pas dire que tu n'arriveras plus à rien. Ça veut dire qu'il va t'arriver beaucoup plus d'embrouilles. Oui, et plus d'embrouilles égale plus d'états, et qui peuvent mener à la fin à des mauvais états, quoi. Oui, c'est très bien vu. Dorian, tu voulais ajouter T'as quelque des parties qui ont duré. C'est une question à Manuel, du coup, vu que il y a des parties qui durent très longtemps parce que les joueurs n'arrivent pas à rentrer au camp. Alors, Bonne question. il arrive que les joueurs n'arrivent pas à rentrer au camp, qu'ils restent passer la nuit dehors, auquel cas ils récupèrent pas de leurs états, bien évidemment. Ils gagnent pas de badge parce que ils ont pas fait de veillée. Ils vont être punis. Et ils vont être punis. Et en plus, ils vont être punis quand ils vont rentrer au camp parce qu'il faut pas déconner. Et du coup, il y a quand même la phase de nuit avec l'histoire, etc. Non, il n'y a pas d'histoire. Si tu rentres pas au camp, t'as pas toutes les phases de camp. D'accord. Donc t'as pas les effets mécaniques des phases de camp. D'accord. Donc c'est-à-dire que là, on a joué des parties normales d'1h30 sur l'activité, mais ça peut être plus long jusqu'au retour au camp et la fin de la séquence. Sinon, il y a la nuit, ils dorment, mais du coup, ils arrivent encore plus harassés. Après, j'ai du mal à imaginer. Moi, je l'ai jamais proposé en tout cas que les louveteaux passent plus d'une nuit d'affilée en dehors du camp, parce que c'est aussi structurant dans le jeu et que à un moment. Ça fait partie de l'idée qu'on joue des enfants et qu'on a un rythme aussi avec une certaine régularité et qu'effectivement, rentrer au camp, c'est bien que ce soit un moment où on est content de rentrer au camp. Camille ? Alors moi, j'ai fait des parties où on restait dehors la nuit et c'est particulièrement excitant. Parce qu'on est le joueur qui transgresse les règles et qui est quelque part, quoi. Et, les enfants qui vont faire du vélo le soir. Voilà, qui sortent la nuit alors qu'ils n'ont pas le droit de sortir la nuit. Et même sans avoir... Je vais parler du vélo. Je suis hyper déçue qu'il n'y ait qu'un seul vélo dans l'inventaire. Parce qu'en fait, quand j'ai vu vélo, le premier truc auquel j'ai pensé, je viens juste de voir Stranger Things. On va faire du vélo poursuivi par des trucs. Il n'y en a qu'un. On va peut-être pas faire du vélo poursuivi par des trucs. Bon, en forêt, le vélo, c'est compliqué, quoi. Camille, donc tes expériences de... Du coup, il y a quand même un... Alors, c'est l'Astrolabe, il me semble, qui permet de faire des excursions de nuit. Oui. Ouais. Mais même sans l'avoir, on peut quand même être de nuit. On n'a pas juste les mêmes avantages. Et... C'est marrant de jouer la transgression. Notre chef de camp était barbu, donc on pouvait voir la nuit. C'est vrai, mais la transgression est vraiment intéressante aussi parce que là on galère encore plus, quoi. Non, c'est mal la transgression. Non, c'est cool la transgression. Fayot, Maxime. Oui. Heureusement qu'il y en a qui ont fait le radeau, mine de rien. Fayot, je voudrais, maintenant qu'on a un petit peu parlé de toute la mécanique de jeu, revenir sur un truc qui m'a interpellée. C'est comment on va choisir finalement l'histoire à laquelle on va être confronté. Nous, quand on l'a fait, on a d'abord choisi chacun un lieu, un objet et un personnage dans une liste
qui était prévu. Et ensuite, on a choisi le mystère dans une liste de mystères possibles. Voilà, alors, juste pour revenir, là, on est à la création de personnages. On vous a dit, hein, d'abord, on crée le personnage, puis le clan, puis ensuite, on prépare l'environnement, ce qui va... Donc, c'est de ça dont tu parles là, oui. À ce moment-là. Et voilà, j'ai repéré, alors, nous, on a rempli le mystère. Et dans les lieux, objets et personnages qu'on pouvait prendre, il y avait des personnages, des objets et des lieux qui avaient des rapports ensemble. Par exemple, je ne veux plus me rappeler le moulin. Pas le moulin. La compagnie. Schlass, oui. La compagnie Swan, où tu pouvais du coup avoir les trois qui arrivaient. Et dans les mystères, par exemple, il y avait une création bizarre par la compagnie Swan. Et c'est pas une remarque, c'est vraiment juste une interrogation en fait. Si on met le mystère avant et qu'on choisit ce mystère-là, du coup on va être guidé, on va être tenté de prendre le lieu, l'objet, le personnage qui va avec le mystère qu'on a choisi. Tout à fait. Mais nous on a choisi le mystère derrière. Ouais. Et du coup, on a eu des lieux, des objets et des personnages dépareillés. Ce qui fait que si on avait choisi la compagnie Swan, on n'avait rien choisi, je crois, avec la compagnie Swan. Là, tu parles de la chronologie des choix. C'est-à-dire que nous, on a commencé par choisir des lieux, des personnages, des objets, avant de choisir le mystère global qui allait concerner cet environnement. Alors que la fiche est construite dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a le mystère en haut et ensuite, il semblerait qu'on doive choisir dans notre ordre. Et moi, j'ai une question parce que du coup, moi, je pense qu'il y a un choix derrière. C'est-à-dire que si on veut vraiment, par exemple, faire le scénar de la compagnie Swan, je pense qu'il faut mettre d'abord le mystère avant, proposer ce mystère-là, et ensuite, du coup, on va ordonner du coup le lieu, l'objet, le personnage. Et si tu veux pas, du coup, induire les joueurs, proposer le mystère derrière. Et je me demandais si dans dans ton livre de règles, c'était un choix qui était proposé au meneur, c'est de mettre le mystère avant ou après dans la liste des choix. Ouais. Alors, je sais plus, pour tout vous dire, si le choix est proposé au meneur. Les deux sont, enfin pour moi, il n'y a pas de religion sur le sujet. Oui. Les deux fonctionnent, mais effectivement, je l'ai pas, pas précisé. Je pense qu'un meneur expérimenté ou des joueurs, tu vois, imaginons que là on refasse une partie ensemble, on décide de tout reprendre à zéro. On décide de refaire des persos et tout ça parce qu'on estime que notre fiction on a bien développé l'histoire de blaireau machin, d'écureuil bidule. On se dit, allez, on fait autre chose. Bah là, du coup, on va se dire, tiens, et si on prenait le mystère de la compagnie Swan ? Et du coup, on part avec ce... C'est la fondation, quand même. La fondation Swan. Et du coup, on part avec cette idée-là, et on va se faire des environnements pour... Là, j'ai envie de dire, c'est un peu des techniques. Vous savez, il y a la différence entre les règles, telles qu'elles sont écrites, et le système, tel qu'il s'applique autour de la table ce soir. Là, j'ai envie de dire que ça, c'est du détail de système. Laissons chaque table décider de cela, c'est du réglage. Mais c'est intéressant. Mais je voulais juste savoir si ça avait été prévu dans le. Il y a vraiment pas de solution. Pour moi, il n'y a pas de solution préférable dans les deux. Les deux vont générer des choses intéressantes et différentes. Ouais, voilà, ça va pas générer du tout les mêmes choses. Par contre, ça m'intéressait qu'il y ait des liens entre des liens potentiels, parce qu'en plus c'est juste une liste, il y a quelques noms qu'on retrouve, mais qu'il y ait des liens en potentialité, en tout cas dans les listes, où on se dit ça irait bien avec tel ou tel mystère, et des choses où aussi des joueurs font des liens là où moi je les ai pas vus à la conception. Moi j'aime ça va bien avec tel mystère, parce que le jeu fonctionne pour moi beaucoup là-dessus. Moi j'aime bien cette idée-là. Maxime. Moi j'ai trouvé ça quand même bizarre quand j'ai dû choisir les lieux, objets et personnes, qu'il y en ait certains qui soient super vagues, donc qui invitent à multiples interprétations, et d'autres qui soient extrêmement précis. Genre, voilà, une construction de la compagnie Swan, certes, c'est pas hyper précis, mais enfin de la fondation. Et on va. La compagnie, c'est Alien, Et j'avoue que quand j'ai commencé à devoir choisir mes objets et tout, j'étais là, wow, c'est super bizarre quand même. Il y a des objets super précis et d'autres qui sont hyper évocateurs. Alors, je savais plus trop. Est-ce que c'est quoi le choix derrière ? C'est quoi l'ambition qui est derrière en tant que. Alors, c'est ma pop culture, on va dire. Ouais. La Fondation Swan, c'est un... Phantom of the Paradise ? Pas du tout. Ah, c'est pas du tout non plus. C'est un ressucé rebidouillé de Lost, qui est pour moi une des influences de conception du jeu. Tous les chiffres, ouais, je me suis posé. Quand je les ai vus, j'ai pensé aux chiffres de Hurley. C'est l'exacte même suite de chiffres, et la Fondation Swan, pour moi, elle renvoie directement à la Dharma Initiative dans Lost. Mais c'est mes interprétations et je les ai remaquillées, comme il y a l'agent Wolf, et pour moi c'est Fox Mulder, mais alors que moi c'est dans Pulp Fiction. Mais juste j'ai une question, est-ce que du coup t'as donné la possibilité pour un MJ ou pour les joueurs d'en rajouter comme ils veulent dans le jeu, ou est-ce qu'on doit uniquement utiliser cette liste ? Parce que toi tu dis c'est ma pop culture, mais un MJ qui maîtrise, et il pourrait pas se dire nous on va y rajouter notre pop culture. Y a rien qui... Moi je l'ai pas
Je l'ai pas explicitement proposé, mais il y a rien qui l'empêche parce que l'univers n'est pas contraignant. L'univers, grosso modo, du jeu il est incitant. est dans les Couleurs. Et puis il est dans les carnets égarés. En gros, où là, j'en dis plus sur tous ces éléments-là. En gros, dans le bouquin, il y a à peu près 80 pages de facsimilés de carnets qu'on aurait retrouvés dans la forêt, où quelqu'un y aurait vécu trop longtemps et aurait pris des notes sur les différents objets, sur les différents lieux, sur les différents personnages, qui peuvent être consultés selon certaines modalités par les joueurs s'ils veulent s'inspirer. Donc il est explicitement dit que c'est peut-être vrai, mais c'est pas sûr, et dont on ne va pas toujours se servir. Là, en l'occurrence, vous vous en êtes jamais servi alors que vous aviez la possibilité. C'est des béquilles. C'est en aucun cas des contraintes. Ça veut dire que la liste, pour moi, elle est vraiment pas contraignante de ce point de vue-là. Camille, puis Dorian. Alors, moi, ce qui me paraissait intéressant, surtout sur cette liste, c'est qu'autant il y a des trucs très guidés, comme la Fondation Swan, où c'est difficile de sortir, puisque finalement, c'est assez précis. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus larges, on va dire, notamment parce qu'on n'a pas du tout, par exemple, Manuel et moi, la même culture cinématographique, ou parce qu'au niveau des séries, on est très très différents. Pourtant, j'ai bouffé du summer camp pendant à peu près 1 an et demi, là. Voilà, hein. Donc, et quand je lis la liste, je n'ai pas du tout les mêmes interprétations que lui. Donc, ce qui laisse une imagination assez large, finalement, à toutes les personnes qui vont jouer avec. Dorian. Transition parfaite, que je vais pouvoir rebondir là-dessus. Je t'en Après, prie. j'ai une question pour Manuel. C'est que du coup, effectivement, on a tendance à... En fait, si je parle avec vos mots compliqués à vous, là, dans les propositions narratives qu'on fait dans la boîte, etc., on est tous un peu contaminés par l'imaginaire de quelqu'un, parce qu'il y a une mécanique très importante qu'on n'a pas encore abordée. Complètement. C'est que la partie commence par une nuit où en fait les gamins se racontent des histoires qui font peur. Ah oui. Et du coup, on tire au dé des éléments de la liste qu'on a constituée de lieux, d'objets, et avec un lieu, un objet et un personnage, c'est ça ? Du coup, il y a grosso modo, auquel un des joueurs va devoir raconter une histoire qui du coup va coloniser tout l'imaginaire de tout le monde, même du meneur de jeu. Et c'est là que j'ai une question, c'est qu'après chaque fois qu'il y avait... Nous, ça arrivé 2 fois, parce qu'on a joué 2 jours. Après que le joueur raconte l'histoire, toi tu dis « Ah, il faut que je me prépare en tant que meneur ». Et quelle est cette préparation de meneur, Alors, du coup ? Là, j'interromps. D'accord. Je pense que tu gagnerais énormément, Manu, à ne pas révéler. Là, je sais que tu vas le dire, c'est le podcast de la cellule, tu vas le dire, mais je pense que tu gagnerais énormément à ne rien dire du tout de ce que tu prépares derrière l'écran. Et je t'expliquerai après pourquoi. Là, Il ne dira rien. Je t'invite à faire un choix. Il ne dira rien. Soit tu réponds à Dorian, mais dans ce cas-là, à mon avis, tu vas perdre quelque chose. Et j'expliquerai quoi après. Soit tu lui réponds pas, et Maxime... Je peux faire une hypothèse ? Ouais. Il prend juste des notes sur ce qui est dit, mais après, il imagine vite fait des lieux, mais sinon, il improvise... Pour moi, un des grands trucs de ce jeu, c'est que contrairement à Sur les frontières, qui est un jeu de Manuel Bédouet, qui part d'idées un peu semblables, c'est-à-dire qu'au départ, on va se mettre ensemble et on va créer des choses. Ah, si. Il y a plein de points communs entre les 2 jeux. Là, Pas que les enfants. Non, il n'y a pas que les enfants. Il y a d'autres points communs, même mécaniques. Les ours. Et en fait, le problème de Sur les frontières qu'on avait analysé, c'est que, en fait, on en sait trop à la préparation de partie sur ce qu'on va explorer par la suite. Et au final, on rate l'effet de surprise et du coup, l'exploration devient un peu ennuyeuse. Le grand avantage de Summer Camp par rapport à ça, c'est que comme on ne sait pas ce que Manu fait derrière son écran, eh bien, on est quand même dans une phase d'exploration avec de la rétention-fascination. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on a envie d'explorer parce qu'on a envie de savoir ce que Manu a préparé. Et je pense que c'est un des gros avantages de Summer Camp. Il serait dommage, c'est mon avis, que Manuel nous révèle tous les secrets de fabrication du meneur. J'ai un contre-argument avant la réponse de Manuel et la décision, et qui fait que je pense que Maxime est un peu dans l'erreur sur son hypothèse, qui est que, c'est grosso modo, tu prends en note l'histoire qui a été racontée, t'adaptes en fonction. Dorian. C'est qu'il y a eu du podcast avant de podcast, un peu pas fait exprès, mais c'est que Manuel, il a dit que dans le jeu, ce qui l'intéressait aussi, c'était les maillages narratif, parce que du coup il y a des éléments qu'on rencontre lors de l'exploration qui n'étaient pas dans l'histoire, qui ont été racontés par un des joueurs et inversement, et qui par contre peuvent se retrouver dans l'histoire d'après ou dans l'histoire du surlendemain. Complètement. Mais donc la surprise, elle est là quoi qu'il arrive d'un point de vue mécanique. Et puis qu'est-ce qui nous dit que derrière les objets qui nous a demandé de choisir un peu au départ, quand on choisit les objets, et puis je passe la parole à Fly avant de laisser l'occasion à Manu de répondre,
quand on présente les Tu objets. choisiras la meilleure hypothèse qui aurait été mise autour mais de si, la mais justement, table. je pense que ça intéresse Manu d'avoir notre avis avant même qu'il donne sa réponse, de voir justement quel effet produit sur les joueurs son jeu. Quand on choisit les objets, de façon, on le fait pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on choisit, par exemple, la grenade de nazi, le moulin à eau, etc. On les choisit parce qu'on a envie, en tant que joueur, que ça s'oriente dans cette direction-là. On est en train de faire une prière au MJ. On entend dire, s'il te plaît, MJ, mets-moi un moulin à eau parce que ça me fait rêver. Mets-nous des nazis. Mets-nous des nazis. Mets-nous des ceci, cela. Il n'y avait rien Donc, de nazi. Hein. Ça, c'est vachement intéressant. Si, il y avait la Qu'est-ce grenade qui de la nous Seconde dit Guerre mondiale. Il y avait la grenade de la Seconde On avait quand même beaucoup de nazis dans cette histoire. Même les arbres étaient des nazis. Donc ça crée quand même cette... Et là où dans Sur les frontières, la prière au MJ obtient une réponse automatique, là on ne sait pas ce qui va être gardé puisque c'est tiré aléatoirement d'une part, et d'autre part parce qu'ensuite Manu va le digérer et va créer quelque chose. Flavie. Alors, moi j'ai repéré un truc en rapport avec le système de jeu et ce que faisait Manu. Qui est aussi une réflexion que je mène actuellement sur comment on crée en fait des parties de jeux de rôle. Moi, je pense que de moins en moins, on va vers des scénarios extrêmement dirigistes et qu'on prend juste en fait quelques exemples de PNJ qu'on va pouvoir jouer, quelques lieux, quelques objets qu'on va pouvoir utiliser. Mais que le problème quand on fait ça, et ça pose des problèmes de préparation de partie qui du coup ne pouvaient pas être faits pendant le scénario, c'est qu'il faut prévoir à chaque fois les compétences ou les caracs ou appelez-les comme vous voulez des personnages qu'on va utiliser. Or là, le système de jeu de Summer Camp fait qu'en fait seuls les joueurs autour de la table qui jouent des enfants lancent le dé. Donc en fait les personnages qu'on a rencontrés ou les objets ne posent pas une adversité qu'on pose avec les dés tels quels. C'est-à-dire que l'adversité, c'est juste quand nous, on a un dé à lancer, c'est toujours la même. C'est 4, on réussit à 4, 5, 6. Donc en fait, je pense que quand on raconte l'histoire, toi, ça te pose une sorte de canevas, de préparation de partie, pose-la comme tu veux, avec quelques petites pistes que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas juste avoir, entre guillemets, à réagir à ce que vont faire les personnages. Et comme du coup, tu n'as pas de carac, de fiches de perso ou de fiches d'objets à préparer, du coup, ça devient beaucoup plus simple. Donc moi, je pense que quand on raconte l'histoire, ça te prépare ton canevas, tu te marques les idées pour pas les oublier, et puis c'est fait. Alors rappelons que l'histoire en question, c'est que le soir, à la veillée, l'un d'entre nous, l'un des enfants, va raconter une histoire en commençant rituellement son histoire par... Moi, je vais vous raconter une histoire, mais celle-là, par contre, elle est vraie. Mais il est extrêmement orienté, en effet, en jetant les dés. Pour savoir, il doit inclure, voilà, on l'a déjà dit, mais un lieu, un objet et une personne parmi la liste. Et bon, en plus, nous, on avait un truc qui faisait qu'on pouvait un peu faire ce qu'on voulait là-dedans. Et ça oriente déjà énormément. Enfin, je sais pas, Flavie, ici, est la seule qui en a raconté une, parce que l'autre, c'était Morgane. Ouais. Je pense que tu peux en parler. Oui, j'avais raconté... Alors ça, c'est trop bien, par contre, le raconter l'histoire quand... Moi, j'adorais... Moi, j'ai fait beaucoup de camps quand j'étais petite. C'était pas des summer camps comme ça, mais moi je partais en colo et oui, donc le coup où, moi j'ai retrouvé tous les trucs où tu racontes l'histoire qui fait peur, et moi je me rappelais que quand on racontait des trucs quand on faisait la nuit, c'est que moi j'aimais bien quand il y avait un personnage de l'histoire qui pouvait revenir te hanter ou t'attraper la nuit, etc. Et donc ça te pousse à faire ce truc un petit peu immonde que tu racontes quand t'es enfant en disant moi mon grand-père il m'a dit qu'il se passait ça et qu'en fait le monsieur il avait une jambe de bois et qu'il allait venir t'étrangler avec son chat. Et on retrouve vraiment ce genre de choses qui reviennent. Dorian est choqué. Hein. Putain, il est chelou ton grand-père, toi. Mon Hein. grand-père me racontait pas des trucs comme ça. Mais... Et vraiment, on a ce petit truc-là qui arrive. On essaye de faire un truc plus cool parce qu'on a quand même des obligations avec le lieu, le personnage et l'objet. Puis on est des enfants. Hein, et on peut pas raconter n'importe quoi quand même, sinon ça serait incohérent. Mais du coup, oui, quand on Fantôme est à la amené, quéquette tordue, on a évité, amené quoi. à raconter ça, et on est amené aussi à jouer avec les émotions qu'on voit chez les autres, en train d'en rajouter des caisses sur les nazis, parce que j'ai vu que ça faisait triper les gens autour de la table. Et bien, il y a la main du nazi qui va venir te prendre et te fera du froid sur la jambe. Et voilà. Et à ce moment-là, tu avais déjà commencé à noter des choses, en fait. Ouais, pendant l'histoire racontée, il faut voir que Manu, il est avec son crayon et il note plein de détails. Et je trouve qu'il écrit vachement vite et vachement bien. Ah, C'était j'ai pas lu. un compliment pour le plaisir. Alors que pourtant, j'écris pas très très bien. Alors moi là, je sais pas pour vous, Du mais coup- moi j'ai ressenti. Alors, qui a raison? Alors moi, je veux bien, Grosse moi, réponse à faire là. je veux bien vous répondre, mais j'en ai pour une demi-heure là à peu près. Ouais, c'est ça. Donc voilà, prenez une petite respiration, allez faire une pause pipi et puis on attaque.
Plusieurs choses. La première, c'est que je tiens à signaler que je n'avais pas d'écran devant moi. Tu disais, il faisait des choses derrière son écran, en l'occurrence. J'ai un... il sera pas, je pense pas qu'il sera commercialisé, mais il y aura un écran. Enfin, en tout cas, j'ai préparé des tables récapitulatives pour le meneur parce que je crois que c'est pratique. Mais je me cache pas derrière un écran. J'ai pas trop de problème avec ça. Une des raisons aussi pour ça, c'est ce que Flavie a dit. Tes personnages n'ont pas de caractéristiques propres. Oui. Ce sont les enfants qui font tout. Donc, ah ouais. En fait, j'ai des méthodologies pour évaluer l'adversité que représente un personnage face à un louveteau en cas de confrontation. Les louveteaux, donc c'est les personnages des joueurs. Et en gros, j'ai une série de questions et en fonction des réponses que je donne, est-ce qu'il est plus grand, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'ils sont plus nombreux, ça va augmenter la difficulté. Donc le même adversaire, en fonction des circonstances et de ce qui est testé, sera plus ou moins difficile à vaincre ou à surpasser, en tout cas parce que ça dépend vraiment des circonstances, mais ça me permet effectivement de ne pas avoir de profil de PNJ à créer, de problématiques de stat block, donc ça me donne beaucoup de souplesse. Et effectivement, ça me permet de pas me poser la question en construction de scénario quel personnage je vais mettre dedans, mais est-ce que c'est équilibré par rapport aux joueurs. J'ai vraiment pas besoin de me poser ces questions-là. Et effectivement, moi, à titre personnel, en tant que meneur, ça me libère énormément et du coup, je peux vraiment me concentrer sur les joueurs. Comme le fait de pas lancer de dés d'ailleurs, c'est vraiment la même méthode pour moi. Je sais qu'il y a des meneurs qui sont moins à l'aise avec ça. Moi, ça me facilite plutôt les choses. Donc, et ça me facilite aussi effectivement la préparation d'aventure. Je vais revenir sur les frontières parce que pour le coup, la méthodologie est proche enfin, c'est pas la même, mais il y a des vraies proximités. Dans les deux cas, pour moi, il s'agit de prendre ce que me racontent les joueurs, ce que me demandent les joueurs et de le subvertir. C'est ça. Sur les frontières, la progression des personnages se fait par remise en cause de ce qu'ils pensaient savoir. Du coup, c'est important pour moi qu'ils pensent savoir au début. Parce que plus ils ont de certitude, plus je peux les casser, ou plus je peux les détourner, ou plus je peux vraiment les subvertir. Et sur les frontières fonctionne là-dessus pour moi, vraiment, même si je sais bien qu'on n'est pas tout à fait d'accord, Romaric. Je réponds pas sur les frontières. Sur Summer Camp, on est vraiment dans la même logique. Je prends des notes à deux moments en fait. Je prends des notes pendant que l'histoire est racontée, pour noter l'histoire en gros, à grands traits. Ça me donne un certain nombre de pistes. Et puis effectivement, j'ai le même canevas que vous en fait, en tant que joueur. Le grand répertoire, qui est l'endroit où on a noté tous les objets, les lieux et les personnages de la forêt. Ouais. Et pour le coup, je vais donner ma cuisine parce que je suis assez tranquille avec et je pense pas que ça te gâchera trop de trucs. En fait, j'ai des synopsis. J'ai des synopsis de scénarios. Ah bah non, alors là, si tu me dis qu'il y a des synopsis mais que tu me les révèles pas, tu me gâches rien du tout. Je te révèle, je vais en lire un pour vous montrer un peu la méthode derrière. D'accord, okay. J'ai des synopsis de scénarios qui s'adaptent en fonction de ce qui est raconté. C'est des textes à trous, grosso modo, que je remplis. Bah, je suis vachement content. Que je remplis avec, pour partie, des choses de l'histoire et pour partie des choses qui n'ont pas encore été mises dans l'histoire, d'autres personnages, d'autres lieux, parce que je sais que du coup à un moment ou un autre plus tard dans une autre histoire, un joueur les tirera et dira merci pour et ça peut réinvestir. Et je peux vraiment travailler ces éléments-là. Je vais lire ne serait-ce que des cadavres exquis de scénario. C'est pas trop c'est vraiment des synopsis. Je vais t'en lire un. Il y en a 25 dans le jeu. 25. Ouais, ça laisse un peu de marge. Je vais lire juste le premier. Il s'appelle l'Alliance. Vous allez voir. Personnage 1 veut s'allier avec personnage 2 pour se débarrasser de personnage 3. Pour ce faire, il doit transmettre une offrande à personnage 2 en gage de bonne volonté. Ce sera objet 1 et il va s'assurer que les louveteaux se rendent à lieu 1 où réside personnage 2 pour le lui remettre. Mais personnage 3 ne l'entend pas de cette oreille. Et ensuite, je mets les personnages que je veux, je mets les objets que je veux, j'en prends en partie dans l'histoire, en partie ailleurs et j'ai un scénario qui fonctionne. Et je choisis mon synopsis en fonction de... Tes préparations de parties sont déjà presque faites. En fait. Ouais, t'as plus qu'à... c'est très ingénieux. C'est rigolo. J'avais pas du tout... Oh bah toi, ça te fait une nouvelle oui, pour ton jeu. Tout à fait. Sachant qu'après, j'avoue, je vais peut-être voler pas tout à fait l'idée, mais m'inspirer. Sachant que c'est vraiment des synopsis et que je m'ouvre à l'opportunité, et là ça a été le cas dans les deux parties, que ça dérive par rapport à ce que j'avais imaginé originellement, au fur et à mesure de ce qui se passe, au fur et à mesure de où vont les joueurs, de comment mon esprit tourbillonne des fois, donc je suis pas nécessairement le truc, mais en tout cas ça me permet d'avoir en très peu de temps une structure où je sais tout de suite où je pars. Et je pense que par exemple, tu le remplis une première fois rien qu'avec les objets qu'on a fait, a priori. Attention à ton micro, toi. Pardon. Mais quand on raconte une histoire, si tu vois qu'on raconte une histoire avec d'autres trucs qui ont l'air cool, je pense que tu te gardes la liberté de changer. Genre, t'avais déjà mis personnage 2, il n'est pas encore intervenu dans l'histoire.
tu vois qu'on raconte une histoire avec un autre personnage et tu dis ça cool. Est-ce que non, tu changes Non, pas en fait, c'est pas dans cet ordre-là. C'est-à-dire que vraiment, pendant l'histoire, je prends en note l'histoire elle-même. Et après, pendant la nuit, pendant que je prépare les activités du lendemain, et c'est vraiment ça en plus pour moi, c'est-à-dire que je prépare les activités du lendemain. Parce et qu'à chaque jour scénario. correspond un synopsis ou c'est un synopsis pour la série? J'en ai 25, j'utilise comme je veux, dans donc l'ordre déjà, que t'as je un veux. synopsis Comme ça qui peut faire m'arrange. 2-3 jours. Ouais. Bah Comme, non, ça correspond à peu près à une journée, mais ce que je veux dire, c'est que je peux dire, voilà, je prends le premier pour le premier jour, le 5e pour le 2e jour, ainsi de suite. Je prends aussi par rapport à ce qu'on m'a raconté, je regarde les synopsis et je me dis, celui-ci, ça collerait bien. Et en plus, je peux proposer une activité liée à un badge qui, du coup, va aussi résonner par rapport à ce qui a été fait la veille. Typiquement, si on me raconte une histoire de caverne, j'en dis, hey les enfants, vos histoires de caverne, ça m'a donné des idées. Demain, je vous propose de gagner le badge de spéléologie. Et du coup, vous allez pouvoir aller explorer la caverne là-bas. Sauf que moi, je sais que dans mon histoire, j'ai mis le gouffre sans fond. Et que dans le gouffre sans fond, on va recroiser le personnage qui était un des personnages dans l'histoire. Et ça crée cette porosité entre les histoires que se racontent les enfants et ce qu'ils rencontrent le lendemain dans la forêt. Et je voulais vraiment jouer sur cette idée que si le soir tu te racontes l'histoire du terrible pirate, le lendemain tu vois un mec avec un tricorne, c'est forcément le terrible pirate. Et j'ai même pas besoin de le dire, je peux juste le suggérer et le travail se fait tout seul dans la tête des joueurs de faire le lien entre ce qui était dans l'histoire et ce qui était dans la partie. Il y a un truc qui m'arrive souvent dans ce jeu-là, que là on n'a pas eu dans ces parties-là, mais qui arrive souvent dans les parties, c'est que dans une journée d'activité, il y a un des louveteaux qui se tourne vers celui qui a raconté l'histoire la veille en disant « Non mais c'était vrai en fait ce que tu as raconté » et que le louveteau qui a raconté l'histoire dise « Mais non, mais moi je pensais que je blaguais. » Et ça arrive vraiment souvent en fait, et c'est vraiment ça que je voulais en fait. Ce qui est intéressant, c'est que comme on ne sait pas l'influence des histoires sur l'exploration et on ne sait pas ce que tu prépares, ça donne à l'exploration encore une fois un mécanisme de rétention-fascination, c'est-à-dire qu'on cherche à explorer pour voir ce qu'il y a caché derrière. Donc ça donne une motivation supplémentaire d'Orient. Alors moi, il y a une mécanique qu'on n'a pas encore abordée et que je trouve pour l'instant encore un peu mystérieuse parce qu'on n'en a pas vu les effets. C'est qu'effectivement, il y a l'histoire qui est racontée et on peut rencontrer des éléments de cette histoire-là dans les activités. Et quand on rencontre un élément d'histoire, on peut le déclarer comme vrai. Dire « Ah, bah ça c'était vrai ». Ça, c'était la capacité du sextant. C'est notre pouvoir de. En fait, on peut le faire une fois par objet, lieu, personnage qui ont déjà été présents dans les histoires de façon naturelle, et en plus, il y a un symbole qui apporte le fait de le faire une fois supplémentaire, même pour des choses qu'on n'a jamais mis dans les histoires. D'accord. Donc le sextant, c'est en plus, mais du coup, quel effet ça a, ça déclaré comme vrai? C'est-à-dire que pour plus tard, c'est quelque chose qui restera vrai et qui sera pas modifié. Si dans l'histoire, t'avais dit que la femme renard, t'avais déclaré vrai en croisant la femme renard que la femme renard, je sais qu'elle se nourrit exclusivement de coquelicots. Ça pouvait t'apporter des choses dans les histoires d'après. En fait, Dorian, si j'ose dire, la démarche de sextant, tu l'as mal utilisée. Ouais, tu l'as mal compris, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce qui était dommage dans la façon dont tu l'as utilisé, c'est que tu n'as fait que confirmer quelque chose qui était suggéré par l'histoire de Flavie. Mais c'est ce que je veux dire par le fait que c'était flou et que je comprenais pas comment ça marchait. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que tu pouvais déclarer un truc nouveau que t'apportais par toi-même, comme étant vrai, et un détail qui, au passage, pourrait être utile. D'accord, donc j'aurais pu déclarer comme vrai que ça puait. On aurait pu déclarer comme vrai que tous les arbres étaient des nazis morts. Ouais, par exemple. Et ça aurait été vachement cool. Pas vrai, Camille? Enfin, je crois que ça a été tellement suggéré qu'il n'y avait même plus besoin de le valider. Non, je pense que ce qui aurait pu être sympa, c'est que tu aurais pu déclarer comme vrai que ces arbres ne supportaient pas la lumière du soleil et que c'est pour ça que cette clairière était plongée dans la nuit. Tant que c'est pas déclaré comme vrai, je peux encore le subvertir. Quand un louveteau déclare une chose vraie. Tu veux dire que les arbres n'étaient pas des nazis? Je me donne le choix de ne pas décider tout de suite. Et je garde cette liberté-là. Par contre, si le joueur dit ça, c'est comme ça et c'est vrai, et ben c'est vrai, ça sera vrai dans les histoires à venir, ça sera vrai dans les aventures à venir. Avec les autres campagnes, avec d'autres joueurs. Ça se fige. Ça se fige. Voilà. C'est tout dur, disait Dorian. En dehors des micros. J'avais choisi de pas le dire dans le micro, merci. Alors, non mais de toute façon, t'es obligé de parler autour de cette table, de parler dans les micros, hein, sinon c'est comme ça. Allez, peut-être justement ça, le temps de préparation des parties, c'est peut-être un des points qui, moi, me pose problème dans ce jeu. Parce que on l'avait déjà observé quand on avait joué à Sur les Frontières, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, après la création des personnages du camp et des éléments environnementaux, j'ai envie de dire, ou contextuels, il y a cette phase où le meneur de jeu va devoir prendre du temps pour préparer sa partie. Là, c'est ton jeu, tu le connais bien, tu as fait la préparation 1/4 d'heure, 20 minutes. Le temps que Dorian aille fumer une clope et globalement qu'on aille se faire une tisane.
Je me demande jusqu'où, et nous ça nous l'a fait quand on a joué sur les frontières, cette préparation peut pas être abyssale en fait. Adrien nous a dit que justement il avait été vraiment très très gêné aux entournures parce qu'il savait pas en fait combien de temps investir. Si c'est un quart d'heure, 20 minutes, ça peut se faire la même soirée, mais si la préparation exige d'y passer un petit peu plus de temps, eh bien, dans ce cas-là, ça peut être très ennuyeux pour les gens qui viennent jouer à Summer Camp. Se dire, on va faire 1 heure et puis d'un coup, là, on reste 1 heure à attendre que le meneur fasse son truc dans son coin. Ça peut être hyper frustrant. Alors, attention à ça. Deux choses. Sur les frontières, n'est pas particulièrement conçu pour qu'on enchaîne direct la création de personnages et le premier scénario de façon adaptée. C'est possible. Il y a une structure qui est différente de celle-ci, mais qui donne des outils mais qui prend potentiellement un peu plus de temps, parce qu'il y a plus de personnalisation. Alors je peux pas les montrer parce qu'on est en radio, mais grosso modo, moi mes synopsis d'aventure, ils font 5 lignes. Ils font 5 lignes. Un paragraphe de 5 lignes. Ils font 5 lignes. Et dedans, j'ai à préciser un ou deux lieux, un ou deux personnages, un ou deux objets. Donc en gros, ma préparation de partie, c'est choisir les quelques lieux, objets et personnages que je mets dedans. Le reste est déjà rédigé. Donc je suis vraiment sûr de tenir sous le quart d'heure largement. À minima, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste, encore une fois, comme les jeux de LG et comme tes jeux jusqu'à maintenant, des jeux pour des MJ qui aiment improviser. Sachant ça, que à minima, il faut le dire. Oui, de toute manière, je pense. Il y a beaucoup de MJ qui aiment improviser. Hein. C'est pas te couper d'un grand public que de dire ça. Sachant qu'il est possible aussi, j'ai fait une page là-dessus dans le bouquin. En fait, il y a deux façons de commencer les parties. Soit tu commences à l'heure des histoires et tu enchaînes jusqu'à la fin de la veillée du jour suivant. Et du coup, tu es dans la fraîcheur et dans l'improvisation. Soit tu fais tes césures de partie pendant la nuit. Après le racontage d'histoire. Voilà, le joueur raconte son histoire, fin de partie, et on recommence à la session suivante, auquel cas le meneur il a plus le temps de préparer quelque chose d'élaboré. Camille. C'est exactement ce qui nous arrivait quand on a fait on va dire des campagnes, en campagne. Voilà, on faisait l'histoire à la fin de la partie et la séance d'après introduisait justement cette nouvelle histoire. Quoi. C'est intéressant parce que d'un point de vue synesthésique, les joueurs vont se coucher quand leurs petits louveteaux vont se coucher après l'histoire inquiétante. Maxime. Il y a un truc que je me demande, est-ce que tu offres la possibilité au fait que le MJ décide carrément d'une histoire complexe avant même de faire la création de perso, en mode ah putain j'ai trop envie qu'on fasse la Fondation Swan, ou alors il faut vraiment que ce soit tous les gens ensemble qui décident. Non, je veux pas faire du Romaric Brillant à la place de Romaric Brillant, mais on est dans du contenu fictionnel malléable. Enfin pour moi c'est on est dans la création collective. Enfin tous les outils poussent à moi je donne des outils pour que le meneur soit dans une position confortable pour créer des histoires et se réapproprier les histoires des louveteaux et générer une trame générale, et les mystères servent à ça, générer une trame globale progressivement avec toutes les petites histoires qui se créent. Mais ça peut pas être figé d'avance. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens dans ce jeu-là et je vois pas comment c'est possible. Aucune des mécaniques n'aide à ça. Au contraire, elles vont plutôt l'en empêcher. Et par contre, elles aident et il y a beaucoup de conseils pour aussi asseoir le meneur, pour justement gérer le jeu en campagne, faire venir les mystères progressivement, les réinvestir dans les histoires des joueurs, laisser des indices petit à petit. Enfin, pour moi, c'est vraiment construit là-dedans. On est dans un choix collectif, c'est pas pour rien que c'est les joueurs qui choisissent les objets, les éléments de la forêt et qu'on choisit le mystère de façon collégiale. Ouais, je me permets de faire une petite correction. On parle plus de contenu fictionnel malléable, mais de Maelstrom maintenant. C'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe. Non, mais disons que bon, je vais pas rentrer dans l'aspect de ma théorie et de sa façon dont elle pourrait s'appliquer à Summer Camp. Il y aurait plein de choses à dire, mais je veux pas rentrer là-dedans. C'est pas le sujet. Puis bon, est-ce qu'on parle du fait des différences entre les nombres pairs et les nombres impairs? Ou est-ce que tu voulais passer sur autre chose? Ah non, vas-y, je t'en prie. Hein. Parce que moi, j'ai vraiment vu une différence entre les 2 jours. Le premier jour, on était un nombre pair de louveteaux. Et ce qui était super intéressant, c'est qu'on se mettait par groupe. Alors j'imagine qu'on aurait pu se mettre par groupe de 3, mais on s'est tous mis 3 groupes de 2. C'était une dynamique. Non, c'est dans le jeu, c'est des binômes. C'est dans le jeu, c'est des binômes. C'est le buddy system, c'est des binômes. J'ai trouvé ça super cool, le principe des binômes. Ça fait qu'on s'est déplacés, on s'est mis les uns à côté des autres. On devait prendre soin les uns des autres et faire attention à ce que l'autre revienne bien. Et surtout, vu qu'il y avait 3 groupes, en termes d'égalité de temps de parole, c'était vraiment cool. Tu avais une dynamique. Enfin, là où, au fait, quand Flavie a dit qu'elle avait préféré le jour 2 au jour 3, moi, à cause de ça,
jour 2 ou jour 1, pardon. Moi, à cause de ça, j'ai préféré le jour 1 au jour 2, parce que le fait qu'on soit 2, c'était hyper dynamique et on avait tous un temps de parole égal, alors que dans le jour 2, on n'était plus que 5, parce que Morgane était très fatiguée. C'était une espèce de cercle où chacun devait prendre soin les uns des autres, et j'ai pas vraiment aimé cette dynamique, moi pas du tout, parce que ça fait qu'on se retrouve à limite être obligé de tous jouer en groupe, parce que dans tous les cas on sera séparé d'une personne soit qui doit prendre soin de nous, soit dont on prend soin. Et le fait est qu'il y a eu un groupe de 3 et un groupe de 2. Et alors, j'ai pas chronométré, mais j'ai vraiment le sentiment que nous, le groupe de 2 qui sommes restés au camp, on a eu beaucoup moins de temps de parole que les 3 autres. Alors toi, t'as peut-être kiffé parce que du coup, c'était génial ce que vous avez vu. Mais nous, on a vraiment quasiment pas eu de temps de parole. On a dit, on construit notre ado, on lance un dé, c'est fini. Moi, ce que j'ai préféré dans le jour 2, c'est pas ça. Ouais. C'est le fait qu'on avait enfin du temps pour parler entre nous. C'est-à-dire que dans le jour 1, quand on commençait à parler entre nous, et quels que soient les binômes, on était coupé par Manuel, qui était obligé de relancer la partie pour éviter que le rythme stoppe. Alors que dans le jour 2, on a pu avoir des scènes de roleplay entre nous pour pouvoir approfondir nos relations. Et moi, c'est ce dont j'ai besoin dans le jeu de rôle. Voilà, entre vous 3. Parce que nous 2, alors qu'on aurait pu, on n'a pas eu ce temps-là parce qu'on s'est fait couper pour revenir à vous. Au final, dans le jour 1, même dans mon binôme, moi, j'ai pas pu parler. Oui, non, mais ouais, je comprends que ce soit frustrant de pas avoir le temps de parler, mais moi, ce que j'ai bien aimé dans le jour 1, c'était justement le rythme. C'était le fait que ça aille très vite. Mais je comprends que ce soit frustrant. Je tiens à préciser que je suis en aucun cas responsable du fait que vous ayez fait 3 groupes de 2. Déjà, vous avez foncé comme des billes à droite et à gauche et vous êtes séparés. Alors, c'est resté des groupes de 2 et pas des groupes de 1, c'est déjà pas mal. Et il faut dire que les binômes à l'origine n'étaient pas ceux qu'ils sont devenus pendant l'exploration. Exactement. À l'origine, je devais être avec toi, Maxime, me semble-t-il. Et je me suis retrouvé au final en binôme avec Dorian. Non, c'est moi qui devais être avec Dorian. J'étais avec Camille au départ parce qu'on voulait faire la cuisine ensemble et s'occuper de la cuisine. C'est ça, voilà. Ouais. On s'est retrouvés séparés et à changer. Et finalement, à changer de binôme. Ce qui n'était pas gênant finalement. Pas gênant du tout parce que on s'adaptait au rythme de notre histoire finalement. Exactement. Ouais. Mais moi, je partage l'avis de Maxime sur le jour 2. Moi, j'ai moins trippé le jour 2 que le jour 1. Et pour les raisons qu'il a invoquées. Bizarrement, c'est les 2 gars du groupe de 2 qui ont moins kiffé le jour 2. Oui, non, mais évidemment. Oui, parce qu'on s'est fait un peu chier, quoi. Faut dire évidemment. C'est pas grave. Ah non. Donc les autres, non, mais je veux dire ça. Non. Moi, je me suis vraiment pas fait chier. Non, je me suis pas fait chier, mais dans le sens où on a. Vous étiez moins confrontés aux éléments fantastiques de la forêt, quoi. On a été privé de la grosse scène. De fait, c'était un peu chiant. Alors, c'est vous avez décidé de ne pas nous suivre. Oui. De retourner construire leur ado. On s'est privé de la grosse scène. On s'est privé, si tu veux. Mais on s'est privé pour des raisons de couleur qui sont parfaitement justifiées, de cohérence. Mais je dis pas que c'était un mauvais choix. Je dis juste que voilà. Juste que c'est une impression a posteriori. Et puis qu'est-ce qui nous prouvait que la grosse scène, ça allait être dans ce trou merdique ? Rien du tout. Dans les ruines et tout ça, rien du tout. La grosse scène, c'était peut-être justement en restant à faire ce que le chef de camp nous avait demandé. Je te trouve bien hardi là, Fabi. Alors je me permettrais d'ajouter quand même que pour le coup, mais c'est peut-être un indice trop. Je sais pas, soit trop gros, soit trop petit, mais en tout cas, replacer un des lieux de l'histoire dans les activités du lendemain, c'est quand même un gros voyant en disant ici il va se passer des trucs. Ah ben, on y est allé. Attends, alors là, non, alors stop. Moi, j'y suis allé direct en plus parce que je voulais jouer le très courageux. Donc le lieu, je l'ai exploré. On y a vu une femme une femme renard qui nous a clairement menacés. Elle s'est enfuie. Pour moi, le lieu était sauré, on a vu ce qu'il y avait à voir, il y a une femme renard, elle existe, elle s'enfuit. L'idée après d'aller la poursuivre et compagnie, ça fait pas du tout partie de l'histoire de Flavie, il y a absolument rien qui le justifie en termes de... non, je te laisserai pas. Je suis intrépide, hein. C'est un effet de caractère. Mais quelque part, c'est le devant de l'aventure finalement. Mais complètement. C'est toujours aller à l'avant plutôt que de reculer. Je suis complètement d'accord avec toi, Camille, et encore une fois, tout se justifie. Mais je pense qu'un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle, c'est forcément des moments comme ça. Ah oui, des moments où oui. on se repose peut-être un peu plus, parce que on a moins de choses à raconter, moins de choses à dire, et c'est d'autres joueurs qui vont faire les scènes capitales pendant que nous, on est sur le côté. Et puis peut-être qu'à un moment donné, Maxime et moi, on aurait vécu un truc de ouf pendant que vous étiez ailleurs. C'est toujours comme ça, un jeu de rôle. Puis au final, dans le jour 1, le groupe où Morgane et moi on était, c'est nous qui n'avons pas eu les grosses scènes au final. C'est clair. Non mais oui, j'ai en train d'y penser aussi.
Je trouve ça assez équilibré en fait. Sur les parties qu'on a fait, c'est souvent le cas en fait. Il y a un moment où il y a une partie des joueurs qui va peut-être être plus mis en lumière que d'autres qui vont être un peu plus en retrait et ça va s'inverser sur les journées d'après. Voilà, ce que j'allais dire, je pense que là c'était en plus, je te parle d'une frustration qui a duré peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Absolument. Oui, finalement, c'est pour ça que sur une partie de jeu de rôle, c'est pas. Oui, mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je pense en effet que le lendemain, au bout d'un moment, moi je me serais pris en main avec mon personnage. Je dis bon, écoute, je vois que les autres ils ont vécu des trucs de fou. Bah écoute, je vais me bouger le cul, on y va quoi. Ça pousse à aller plus en avant en fait à chaque fois. Tu vois, dans la couleur, je trouvais ça cool qu'il y en ait un qui soit accroché au fait de résoudre ce que le chef de camp il avait dit qu'on ferait. Ça pousse à explorer. Ouais, exactement. Comme le fait de chercher la cohérence dans l'histoire racontée précédemment et l'exploration par la suite. Ça pousse la rétention-fascination, fait qu'on a envie d'avancer, on a envie d'enquêter. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Flavie, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, c'est pour passer sur vraiment un autre truc. J'ai une question à poser. Donc, je ne sais pas s'il y en avait qui voulaient continuer à parler de ça ou. Je pense qu'on a fait le tour là. J'ai une question pour toi, Manuel. Est-ce que tu as déjà eu un souci lors du fait il faut raconter des histoires le soir ? Est-ce que tu as déjà eu sur une table aucun joueur qui ne voulait raconter l'histoire ou que des histoires qui ne fonctionnaient pas, par exemple ? Moi, par exemple, je ne sais pas raconter l'histoire qui fait peur. C'est une horreur. Je m'en mêle les pinceaux. Ça donne un truc complètement incohérent. Et après, je suis désolée. J'ai fait de la merde. On se débrouille avec ça. Et c'est arrivé 2 fois sur une partie où on était 2 avec Benjamin à pas savoir raconter d'histoires qui font peur, quoi. Et alors moi, ça m'emmerde un peu parce que on est censé tourner. Bon, j'en ai conscience, donc du coup, je passe facilement la main et ça me pose pas de problème. Mais je peux imaginer que ça peut être frustrant ou à minima un petit peu flippant pour la personne qui doit le faire. Est-ce que ça met pas en porte-à-faux un peu s'il n'y a pas assez de joueurs pour raconter l'histoire Manu. Alors ça m'est arrivé sur d'autres tablés ou sur des conventions, des choses comme ça. Alors moi j'ai une roue de secours qui est au SCAVO, c'est que c'est le chef de camp qui raconte une histoire qui fait peur. C'est pas, pour moi c'est vraiment pas la solution idéale parce que ça m'intéresse. Pas du tout même. Mais ça met une partie de tes mécaniques. Moi je te le dis. Mais c'est une roue de secours c'est une roue de secours. C'est loin d'être parfait. Mais si aucun joueur ne se sent de raconter une histoire, c'est un peu dommage parce que pour moi une partie de l'intérêt du jeu réside sur cette narration intradiégétique qui est produite par un des personnages du jeu, parce que pour moi elle est presque plus produite par le personnage que par le joueur quelque part, et du fait que pour le coup on est, alors je veux pas utiliser des gros mots, mais on est dans une liberté créative, narrative qui est donnée aux joueurs, où j'ai comme garde-fou le fait que c'est le personnage qui raconte une histoire. Donc il n'est pas en train de définir l'univers de jeu dans lequel ça se passe, il est en train de raconter une histoire qui est sujette à caution à plein de points de vue. Donc je peux me permettre de lui laisser tout raconter, y compris de se rater. Ça ne met rien en danger. Moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Ça ne met rien en danger dans le système de jeu, mais la personne se met en danger en le faisant. Oui, non, mais après, ça a plein de limites, effectivement, de donner la parole aux joueurs, c'est... Je dis pas que c'est pas bien, mais je demande juste pour les joueurs qui sont pas bien, qui vont pas se sentir prêts à prendre la parole devant un gros groupe, parce que tout le monde se sent pas prêt à le faire. Je veux dire, c'est vraiment se mettre à nu. Attends, tu fais du jeu de rôle. Si t'es pas là pour prendre la parole devant un groupe, je sais pas ce que tu viens faire. Alors, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as une très haute opinion de ce que doit être une histoire en vérité. Ce qui te fait peur, c'est pas le fait de parler à tout le monde, c'est le fait de raconter une histoire. T'es en train de m'expliquer ce que je ressens là en fait. Absolument. Et ça va tranquille quoi. Tranquille. Et tu sais pourquoi ? Parce que ce problème, je le croise tout le temps avec Sens Néant. Parce que dans Sens Néant, il y a cette dynamique où chacun doit raconter ses rêves et ses ombres. Et moi, contrairement à Manuel, c'est pas une fois par partie, c'est une fois chacun en tant que joueur, environ toutes les heures. Donc si tu veux, cette problématique, je la connais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est que les gens, ils ont peur de raconter quelque chose de pas intéressant. Mais en réalité, aligner 3 mots et dire « On m'a dit que dans cette forêt, il y avait un château dans lequel vivait un vieux, qu'il avait un fusil, et qu'une fois, il s'en était servi pour tuer quelqu'un. » Point. Pour moi, c'est une histoire suffisante. Tu vois, juste, j'ai fait 2 phrases. C'est suffisamment haut en couleur pour que pour Manuel, ça puisse lui donner des billes. Il n'y a pas besoin de se faire chier. En fait, la contrainte, c'est que quand on dit raconter une histoire, tout le monde imagine le conteur avec une grande voix, la Benoît Alman. Tout à fait, c'est le complexe de l'histoire. Mais en réalité, une belle histoire et une histoire qui fait frémir, c'est pas forcément une histoire très complexe.
Non, mais on souffre d'un complexe là-dessus. Voilà. Enfin, clairement. Hein. Moi, je sais que j'aime pas du tout et que. Alors, je sais que tu l'as déjà fait une fois, raconter l'histoire à notre place. À la limite, ça désamorce un petit peu le truc, même si c'est pas l'idéal. Et ça permet aussi de se dire ah oui, d'accord, bon, c'est un peu de cet ordre-là ce que t'attends. Oui, parce que faut savoir que Manuel il raconte très mal, du coup, d'un coup, tu te sens vachement bien. Exactement, Moi, non, voilà, carrément. Ma meilleure histoire que je raconte ici par rapport à la baronnie et que les gens adorent, c'est une histoire tout con. Un jour, on faisait des travaux. Il y a un engin de chantier qui est passé dans le jardin à quelques mètres de la maison et il est tombé dans un trou. Et il y a quelqu'un qui nous a dit c'est normal parce que sous votre maison, il y a probablement un tunnel qui vient de ce château-là qui est à droite vers ce château-là qui est à gauche parce qu'il était occupé par des nazis pendant la guerre et qu'ils avaient construit un tunnel pour se barrer. Comme quoi on y revient. Hein. Et cette histoire-là, elle fait rêver mais tous les gosses. C'est parce qu'il y a des nazis, arrête. Non mais même sans parler de nazis, l'idée qu'il puisse y avoir des tunnels sous la forêt ou tu vois des tunnels, juste raconter ça, là on en frémit déjà, c'est déjà super intéressant. Pas besoin d'être un grand conteur. Il suffit de raconter et de poser comme ça quelques éléments épars et c'est déjà très intéressant. Manuel, tu voulais ajouter quelque chose d'Orient, ouais. Je sais pas. Manuel. Comme le jeu a été pas mal playtesté, effectivement, j'ai été confronté à ces questions-là. Dans le bouquin, si ça peut rassurer les joueurs qui ont un peu peur du sujet, c'est dans la partie du joueur, pour le coup. Pour terminer la partie du joueur du bouquin, il y a un chapitre de quelques pages qui donne quelques trucs pour raconter des histoires qui font peur. Oui. Voilà, quelques trucs simples pour aider un joueur qui sait pas trop comment s'y prendre pour raconter des histoires qui font peur. C'est ma deuxième béquille. Ouais. Moi j'ai une autre solution parce que moi c'est l'inverse de Camille que j'ai ressenti, c'est-à-dire que moi j'étais frustré de pas pouvoir raconter à un moment donné une histoire. Et quand Morgane a cash embrayé en disant moi ça me motive et tout, je me suis dit ok c'est pas grave, je prendrai la seconde. Et Fly embraye direct, fait putain, damn it, fais chier, je vais pas pouvoir raconter mon histoire de bulldozer qui s'effondre dans le sol. Non mais enfin tu vois ce que je veux dire, c'est il y a eu une frustration liée à ça. Donc moi ma deuxième solution c'est que peut-être donner des conseils. Moi ce que je ferais si j'étais toi, c'est d'obliger chacun des louveteaux le soir à raconter une histoire et ça toutes les nuits. Trop long, ça devient pléthorique, ça devient ingérable en termes d'univers en fait. Même une petite histoire. Ouais non, c'est vraiment je préfère pas, je préfère avoir une histoire de ceux qui veulent, T'es en minorité là-dessus, Romain. ceux qui veulent et ceux qui veulent. Vraiment, je suis pas convaincu. Même pas ceux qui veulent. Alors le truc c'est que en termes de structuration, moi je préfère avoir des joueurs pas la frustration Moi je préfère avoir des joueurs qui sont frustrés et qui du coup seront hyper motivés pour raconter l'histoire du lendemain. Que de trop les solliciter et de me retrouver avec des gens qui en peuvent plus. Oui, mais du coup, mon gars, tu rajoutes encore plus de pression et parce que plus tu fais monter la frustration, par exemple, par rapport à moi, là j'étais vachement frustré. À la troisième, du coup, quand ça arrêtait à moi, j'aurais été encore plus stressé. Parce que c'est un moment qui est tellement important pour moi que je pense que c'est à double tranchant. Tu serais moqué en plus. En plus, tu te serais moqué. Enfin, t'as dit on, mais c'est pour toi. Parce que on est un con qui ne veut pas dire son nom. Tout le monde le sait. Flavie. Je pense que c'est une mauvaise idée et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que si tout le monde déjà raconte une histoire, déjà tous les joueurs ne seront pas motivés. J'ai dit ceux qui en ont envie. Ensuite, je pense que l'intérêt de ne raconter qu'une seule histoire, c'est que le lendemain, en fonction de ce que l'animateur, je vais l'appeler, va pouvoir broder sur cette histoire, vu qu'il n'y en a eu qu'une seule qui va être racontée et qu'une seule, du coup, qui a déjà commencé à faire germer des idées dans les têtes et dans ce qui va apparaître. Du coup, on n'a qu'une seule idée à retenir et du coup, c'est ce qui motive en fait l'imagination des joueurs et le contenu fictionnel malléable autour de la table. Ok, tu m'as convaincu. Effectivement. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on entre dans la période d'activité avec un imaginaire déjà colonisé par une histoire de tout le monde. Ce qui est le cas, en fait, ce qui est complètement raccord au niveau thématique. Parce que c'est vrai que quand tu as eu une histoire qui fait peur le soir, le lendemain, tu vas te faire flipper tout seul parce que tu vas retrouver des trucs de l'histoire aussi. Donc le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui raconte l'histoire et que ça colonise l'imaginaire de tous les personnages et de tous les joueurs, c'est complètement cohérent. Et ouais, mais bon, moi j'ai le contre-exemple de Sens Néant, mais tu vois, le principe du système, le système de jeu n'est pas le même en fait. Exactement, complètement. Et ici, le système de jeu va de pair avec le fait qu'il n'y ait qu'une seule histoire de raconter. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais, c'est Flavie dit mieux que moi ce que je disais en disant que ça devient pléthorique, c'est-à-dire que sinon il y a trop de choses, et même en termes d'éléments de la forêt sollicitée, ça en fait beaucoup, du coup on repère plus les motifs. Il y a aussi ce truc que du coup en tant que chef de camp tu vas vouloir faire un peu plaisir à tout le monde et ça va peut-être pas donner un truc. Ok. Non mais vous m'avez convaincu vraiment. Très bien. Mais si tu veux au repas, tu pourras nous raconter une histoire qui fait peur. Voilà, je vous le raconte. De toute façon, t'as vu, je l'ai fait dans le podcast. Mais oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai un truc à rajouter qui est ma. Alors, je sais pas si le bouquin est déjà sorti quand le podcast est diffusé. C'était ma prochaine question. Mais en tout cas, dans les, il y a beaucoup d'éléments. Il y a vraiment une partie non négligeable du bouquin qui est faite pour aider le meneur, que ce soit sur des suggestions d'activités en fonction des différents badges ou les structures d'aventure dont je parlais un peu plus tôt, les petits synopsis. Il y a aussi il y a une ligne directrice qui fonctionne pour moi sur 3 mots-clés qui me servent à structurer toutes les aventures et qui font que j'ai grosso modo la même ambiance d'une partie sur l'autre. Dans chaque aventure, il faut qu'il y ait du fun, de la frousse et du fond. Il faut que les louveteaux ils s'amusent. Ouais. Il faut que les louveteaux ils flippent. Et il faut que les louveteaux ils découvrent des trucs sur la forêt. Et ça me permet vraiment de structurer toutes les aventures. J'ai ma checklist interne je sais du coup quand une journée d'activité s'est bien passée parce que à minima il y a eu ces 3 éléments là et que du coup on a retrouvé le feeling Summer Camp. D'accord. Alors, est-ce qu'on parle encore un peu de la partie avant de parler de l'édition? Moi, je voulais juste préciser que j'ai trouvé que c'était un jeu super fun. Ouais, moi aussi. Parce que... Alors, par contre, ouais, comme dit Flavie, dès le 2e jour, il y a plus de scènes de roleplay, mais pas énormément. C'est vraiment des mini-scènes de roleplay. Le but, c'est d'aller droit au but. C'est pas un jeu, je pense, où on va se poser pendant des heures et discuter de nos desiderata. La preuve, les persos n'ont pas de nom, ils n'ont pas de passé, ils n'ont rien. Et tout ça, ça nous intéresse pas. Ce qui est cool, c'est on vit l'aventure et on s'amuse. Et c'est vraiment le genre de jeu que je serais capable de sortir avec les potes en mode allez, on se fait un summer camp, c'est parti. Ouais. Et en 1 heure ou en convention. Ça, c'est franchement le genre de jeu, à mon avis, en convention. Alors attention, cependant, c'est pas un jeu apéro. C'est pas un jeu apéro non plus. Ah non, est-ce qu'il faut se concentrer? Mais c'est un jeu de divertissement. Enfin, ouais, c'est ce qu'on disait avec Maxime. Il n'y a pas un propos fort, c'est pas un truc qui va nous bouleverser, mais par contre, ça fait très bien ce que ça veut faire. Voilà. Tout est super bien pensé. Hein. Tout va à l'essentiel. Par contre, je vois qu'il y a plus de 100 pages de règles, donc d'un coup, ça me fout un peu les jetons. Mais non, parce que c'est beaucoup quasiment 300 pages. Quasiment 300 pages de règles. En fait, ça me fout du coup vachement plus les jetons, parce qu'en tant que joueur, a priori, je me dis c'est super cool, il y a pas grand chose. Ouais, mais non, parce que ça va être des listes et des conseils. C'est ça. C'est beaucoup de listes, beaucoup de conseils. Comme je disais, il y a 80 pages de texte d'ambiance, on va dire, pour accompagner les différents lieux, objets, pour s'inspirer. Puis je suis censé faire beaucoup de dessins aussi. Ouais. Et il y a beaucoup de conseils pour le meneur. Il y a les listes de création au début, tous les badges. Finalement, c'est comme Fatal en fait. C'est un jeu qui fait des milliers de pages, mais il y a que des. Mais juste, en gros, c'est un jeu. Moi, je trouve, contrairement à beaucoup de jeux de rôle auxquels je joue personnellement, c'est un jeu qui fatigue pas. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, moi je dois vraiment faire des gros efforts parce que je veux sortir la bonne phrase au bon moment, parce qu'il y a un propos fort, parce qu'il faut que ce soit significatif. Là, franchement, Summer Camp... beaucoup de jeux que tu testes à la cellule, du moins. Ouais, ou même que je joue en privé. Ouais, d'accord, ok. C'est des jeux où en général il y a des trucs, et des fois en fait je fatigue à l'avance. Genre, je me dis, c'est vrai, putain, je me suis engagé sur une partie de ça ce soir. Allez, on se motive, on se concentre. Alors que là, c'est pas Shades. Hein. Alors que là, au moins... c'est détente et ça me rappelle encore une fois à quel point le média jeu de rôle est large et divers et à quel point franchement en fonction de tes envies t'as vraiment des jeux pour tout quoi. Ah oui, aujourd'hui c'est incroyable. Moi c'est très Soubidou en fait. Ouais. C'est ça, c'est du fun. Oula, ça fait peur. Allez, c'est parti. C'est ça, c'est un jeu, t'en ressors avec limite autant, voire plus d'énergie que là où tu l'as commencé, contrairement à beaucoup de jeux de rôle qui, moi, m'épuisent. C'est un jeu qui excite, attention. c'est bon, pour moi, il y a quand même un propos fort dedans. Enfin, en tout cas, il y a une idée, il y a une volonté qui j'espère traverse le jeu. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pensé. C'est un jeu sur la bienveillance avant toute chose. Le fait que s'entraider c'est toujours un plus, que les valeurs structurantes des louveteaux, c'est quand même des valeurs plutôt de construction que qu'être avec les copains c'est important et qu'on est avec les copains. Pour moi c'est assez important dans le jeu. Là, on va partir dans une longue conversation, mais en fait je pense que si tu veux avoir ce genre de propos sur l'entraide et compagnie, il faut mieux partir sur un jeu avec une structure de règles qui va encourager davantage à des propositions créatives du type narrativiste. Là en fait comme tu es dans le simulationniste, c'est-à-dire comme dans la couleur, dans l'esthétique et compagnie, comme on cherche à émuler quelque chose comme si dans la cohérence de... du coup, en fait, on fait de l'entraide. Oui, mais on fait de l'entraide comme dans les films de Spielberg. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est pas l'entraide authentique. L'entraide authentique entre nous, là, si on devait en faire, ça n'aurait pas du tout la même gueule que dans Summer Camp. Tu vois ce que je veux dire ?
Donc c'est pour ça que je limiterai un petit peu ton. Mais elle est quand même présente. Elle est présente aussi. Elle est elle est travaillée aussi. Déjà, on ne peut pas se faire de coups de pute. Dans les règles, mécaniquement, à un moment, il y a limite eu des débuts d'engueulade qui ont failli se lancer. Et en fait, non, parce que mécaniquement. Parce que t'as fait ta crevure à certains moments, quoi. On fait pas de croche-patte à ses copains, et puis je fais ce que le chef de camp m'a dit. Non, mais voilà, et puis. T'as tout intérêt à t'entraider tout le temps dans les mécaniques et t'as aucun intérêt à faire des coups de pute parce que voilà, c'est pas un concours. Et du coup, le propos derrière, il est là, mais moi, c'est vraiment un propos fun. On passe un bon moment entre amis, quoi. Moi, je trouve vraiment le truc de essayer de se faire peur comme quand on était gosse, en s'inspirant d'une esthétique qui, à mon avis, est quand même très Goonies et toutes ces sources d'inspiration. C'est complètement assumé. Et beaucoup de mal à imaginer la mort d'un gamin, en fait, franchement. L'entraide, tu sais. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait que les joueurs sont invités quand il y en a un qui raconte une histoire le soir et qui est un peu en difficulté, qui sont invités à intervenir, mais s'ils interviennent, c'est plutôt pour l'aider s'il est en galère, en lui posant des questions ou en lui faisant des suggestions. C'est toujours cette logique-là, à un moment de, effectivement, on n'est pas là pour se tirer les uns les autres dans les pattes, et globalement, agir ensemble et s'aider les uns les autres, ça gagne. Et c'est cool parce que ça va bien avec le propos du média jeu de rôle, si j'ose dire, ou en tout cas avec la forme du jeu de rôle. Flavie. Oui, mais ne confondons pas propos principal et les sous-propos qui leur apportent de l'eau au moulin. Là, le propos de ton jeu, c'est d'émuler un truc à la Goonies dans un canon esthétique. Et dans ce canon esthétique, l'entraide est présente. Mais c'est un sous-propos. Alors que si tu devais faire un jeu de rôle où le propos principal était l'entraide, tu n'aurais certainement pas fait ça. C'est pour ça que je disais la bienveillance, c'est pas pour l'entraide, c'est une des mécaniques qui travaille là-dessus, mais pour moi c'est la bienveillance. Enfin, les personnages sont, je crois, assez naturellement bienveillants les uns envers les autres, et c'est vraiment travaillé pour ça. Les uns envers les autres, mais c'est pas le propos principal du jeu. Le propos principal du jeu, c'est d'émuler un canon esthétique dans lequel on va être des enfants qui vont être dans une forêt et qui vont être confrontés à du Spielberg, quoi. Après encore. Il y a la vision de Manuel, il y a notre vision à nous, on peut en discuter pendant des heures. C'est le principe. Moi, par exemple, j'ai jamais vu les Goonies et tout ce dont vous parlez, et ça m'a pas empêché. Et du coup, je vois pas du tout ça comme propos, et j'ai juste passé un bon moment. Je vois juste une partie fun entre gens. Tous ces films-là dont vous parlez, c'est pas les films de ma jeunesse. Enfin voilà, un propos, ça se discute. De toute façon, une œuvre n'est jamais claire sur son propos. On n'est pas vraiment là pour ça, on va le dire. D'autant plus qu'on avance dans ce podcast et que j'aimerais aborder un dernier chapitre qui est le chapitre de l'édition de Summer Camp. Comment Summer Camp va être édité, à quoi ça ressemble, quels sont les choix éditoriaux que tu as faits, et compagnie. Les thunes. Donc, est-ce qu'on a fini sur la partie ? Des choses à ajouter? C'est bon, Dorian, pour toi? Camille, c'est bon? Donc, on peut parler de l'édition. Alors, c'est un jeu indépendant. Voilà, c'est ça que je peux dire. Ouais, moi, je mets pas trop d'étiquettes, mais effectivement, on se débrouille. Alors, pour ce qui est de l'édition, il faut savoir que Premier Bivouac, qui est le prélude en quelque sorte à Summer Camp, un mélange entre un supplément, un kit de découverte et une petite campagne clé en main, est déjà disponible depuis 1 an à peu près. Voilà, j'ai voulu, parce que je savais que le jeu allait être assez volumineux, comme je voulais qu'il y ait beaucoup de conseils. C'est disponible gratos, on peut télécharger ça où? C'est sur Lulu, le bouquin est à 8 €, le PDF à 4. On a voulu faire quelque chose j'ai voulu faire quelque chose d'abordable au niveau prix pour pouvoir découvrir. J'ai conscience que jouer des enfants ou jouer des personnages qui sont, alors c'est des explorateurs, j'insiste dessus, c'est pas des scouts, mais j'entends bien que ça y ressemble un petit peu. Je sais que c'est pas évident pour des joueurs thématiquement, et que pour le coup le jeu complet allait être plus volumineux et mécaniquement plus cher. Juste une parenthèse, à plusieurs reprises on a parlé de médailles pour parler des récompenses qu'on obtenait dans le jeu, qui nous rapportent des bonus et compagnie dans la partie. Pas du tout. Et Manuel nous a à chaque fois dit, ce sont des badges. C'est les badges d'explorateurs. Et c'est hyper important parce que le médaille c'est militaire, le badge ça l'est pas, quoi. Ouais. Et donc il y a des médailles au ski. Oui, excuse-moi, enfin c'est vrai que la médaille ça invite plus à. Non, tu pas d'accord, Dorian? Non. Bon. En tout cas, Premier c'était pour ça en tout cas qu'ils nous avaient appris. En tout cas, Premier Bivouac est déjà disponible. Ça permet de découvrir le jeu pour pas trop cher, si jamais on a des doutes sur le fait de mettre un peu plus de sous dans le jeu complet. Et c'est combien de pages? C'est quoi Premier Bivouac, ça fait 80 pages sensiblement de mémoire. Voilà. On est à peu près dans un volume comparable à. Alors il y a 66 pages. Voilà, Maxime. Et il y en a un petit peu plus parce qu'elle est
Il y a quelques fiches de personnages. Les fiches de perso dedans, en fait. Mais il y a là pour le coup, c'est que des pré-tirés, donc il y a pas toute la partie création du camp. C'est un camp fait une bonne fois pour toutes. Il y a des bah oui non mais c'est vraiment donc on perd clé en vraiment main. quelque chose quand même. C'est du clé en main prêt à partir tout de suite quoi. C'est du plug and play. Mais c'est bon, la logique. C'est aussi une logique un peu effectivement de kit de découverte, même si pour le coup il y a un petit cahier égaré avec 6 lieux, 6 objets, 6 personnages qui sont pas dans le jeu complet, donc il y a une complémentarité. Il y a des totems qui sont pas les mêmes. Je voulais qu'il y ait quand même cette complémentarité. Le chef de camp a un signe particulier différent, tout ça. Qu'on puisse, même si on a le jeu, se dire allez, je vais quand même acheter le premier de bivouac, je vais avoir des suppléments de couleurs. Des trucs en plus. Et puis des dessins en plus, j'imagine. Bah évidemment. N'est-ce pas Camille ? Oh oui. Oh oui. Et donc Summer Camp. Chieftain atteinte de strabisme divergent. Et on est pour l'inclusion, nous. Ne spoil pas. Et donc le jeu complet effectivement est plus volumineux parce qu'on approche des 300 pages. La partie purement mécanique de résolution et pas la plus volumineuse, je s'en faut, mais effectivement il y a pas mal de listes à la création de personnages pour choisir un certain nombre d'options. Il y a beaucoup de conseils. Je dirais que dans le jeu il y a au moins une centaine de pages au total de conseils, d'aides pour les joueurs, pour les meneurs, pour s'emparer des différents éléments, pour effectivement produire de la couleur. Il y a beaucoup de ça. Et puis pour le coup, il y a des carnets égarés qui sont plus volumineux. Il y a 3 x 36 entrées, 108 entrées. Donc ça permet une grande souplesse dans ce qu'on veut faire avec. Celui-ci, le prix est pas encore fixé. On sera entre 20 et 25 euros, vraisemblablement plutôt du côté de 25. Toujours sur Lulu. Toujours sur le Lulu, toujours en A5. On va garder le même format parce que pour le coup, premier bivouac est sorti. Summer Camp devrait pas tarder au moment où on enregistre. J'ai écrit les 2 suppléments suivants. Qui sont en cours de relecture à l'heure actuelle, qui s'appelleront respectivement classe de mer et classe de neige, où on est dans la même logique mais on va découvrir des environnements un petit peu différents. Avec l'idée que tout soit compatible et mélangeable aussi pour faire des choses encore un peu croisées. Et puis j'ai une forêt au bord de la mer. J'ai des idées en tête pour un dernier supplément, mais qui aura une forme un petit peu différente. Enfin, ce sera toujours un A5, mais où il y aura des choses un petit peu différentes dedans. C'est pas encore suffisamment maturé pour que je puisse m'avancer dessus, mais ce sera un peu les arcanes exhumés de Summer Camp, quoi. T'as du travail, hein, Camille. Hein, il te met au boulot. Bah, disons que j'avais pas prévu particulièrement d'être salarié en septembre. Normalement, je devais avoir 1 mois et demi pour vraiment bosser à fond. Et il se trouve que là, malheureusement, malheureusement entre guillemets, je suis en poste pour l'éducation nationale. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Mais les vacances vont être faites pour ça. Oui, puis bon, voilà, il y a le temps. Il a le temps de faire sa vie, ce jeu, je pense. Alors, c'est bien d'espacer tes sorties, je pense, Manuel. Il n'y a pas forcément le temps, puisque là, il faut déjà que je termine les illustrations de Summer Camp qui ne sont pas finies. D'accord, ok. Voilà. Mais on ne le dira pas, puisque ce podcast, tu veux que je le diffuse quand, en fait, Manu ? Ah bah quand tu veux, tu peux le diffuser cette semaine. Il n'y a pas une histoire de crowdfunding où tu attends quelque chose. Voilà. Alors, j'attends rien du tout. Moi, je vends quand c'est fini. Cela dit, si les gens veulent faire des dons à titre personnel, j'ai un loyer à payer. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous envoie un petit dessin et voilà. En théorie, on a une maxime, si j'ose dire, sur la cellule, c'est que les one-shots, ce sont les jeux qui sont sortis, et les playtests, les jeux qui sont avant. Bah là, il est fini en tout cas, à défaut d'être. Mais il est pas il est en production. C'est one-shot, c'est du one-shot. Mais du coup, on va pas le dire, mais on va juste attendre le moment parfait, genre le moment où le jeu sort, on fait double promo, double. Le moment où il y a eu des photos de Manu. Grosso modo, en novembre, ça va être bon. On peut s'arranger. D'accord, très bien. C'est en palier. Je mettrais peut-être des dessins dans Summer Camp de Manuel tout nu. Il faut un chef avec une barbe inspirée de lui. Mollo. Avec ou sans la barbe? Avec. Mollo. Ouais, mais on dit pas. Bon, je vous fais fantasmer, mais après, il a quand même le dernier mot là-dessus. Ce qu'il faut savoir sur Manuel, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il a les lunettes, la boucle d'oreille, les cheveux, l'arrêt sur le côté et la barbe, donc il cumule. C'est le chef de camp idéal. Il a et les tatouages. Et les tatouages. Je sais rien de tout ça. C'est un éditeur, et que c'est un éditeur tyrannique, c'est-à-dire que quoi qu'on lui suggère, il s'en fout complètement. Il est indépendant. Exactement. Merci. Je confirme. Manu, merci Camille d'être venu nous présenter Summer Camp. À très bientôt. Portez-vous bien. Scoot toujours. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. Salut. Bédomère.